Paris, jeudi 23 février 2023, témoignage d'Edmond Richemont. Bonjour monsieur, dites-nous pour commencer où et quand vous êtes né. Le 16-4-29. 16 avril 1929. Où ça? À Paris, 12e. Ok. Donnez-nous les prénoms de vos parents et le nom de jeune fille de votre mère. Voilà, mon père c'est donc Reichmann et son prénom Rudolf. Ma mère c'est Dorfmann, son prénom Rachel. Mon père né en Pologne, à Radom. Ma mère en Russie blanche, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la Moldavie, en Roumanie. Très bien. Et en 1922. Ok. Voilà. Vous allez nous reparler de plus tard. Maintenant, dites-moi si vous avez connu tous vos grands-parents. J'ai connu mes grands-parents. Les quatre? Les quatre. Alors, s'il vous plaît, vous allez nous parler d'eux. Qu'est-ce que vous en savez aujourd'hui? Oui. Commencez par les grands-parents maternels, s'il vous plaît. Oui, alors le point de vue maternel, comme ils étaient en Pologne, d'abord, on commençait à souffrir de l'antisémitisme. Il y avait donc, on pourchassait les juifs, et ça a été une catastrophe à tout point de vue et dans toutes les villes. Les gens se sauvaient. On peut dire que, toutes catégories confondues, les gens se sauvaient, allaient dans différents pays, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, la France. Mon père, pendant ce temps-là, lui, il était ailleurs. Il était aux États-Unis. Il a fait ses études à l'université de Berkeley, Californie. Il a voulu avoir un métier. Pourquoi? Parce que tout jeune, en Pologne, il n'a pas voulu faire son service militaire qui durait 3 ans. Il a dit, je ne veux pas perdre 3 ans. Donc, il rejoint, comme tous les jeunes de cette époque, la Palestine. Donc, son cap était la Palestine. Alors, en quelle année on est là quand il part en Palestine? C'était quelle année ça peut être? Parce que... Avant ou après la Première Guerre? Non, c'est après la Première Guerre. Après, tout ça, je parle après la Première Guerre mondiale. Mais la date exacte, je ne la connais pas. Ok. La chose est la suivante. Il quitte la Pologne. Oui. Il traverse l'Autriche et il se trouve en Italie, là où il y a des bateaux qui sont susceptibles de l'amener en Palestine. Mais pour ça, il faut payer le voyage. Donc, il est obligé de travailler. Il reste combien de temps? Je n'en sais rien. Mais en même temps, il a travaillé et il a appris l'italien. Mais il est parti en Palestine. Ma mère, à peu près dans le même ordre d'idée, pas pour le service militaire, mais parce que les conditions d'antisémitisme étaient terribles. Là, il y avait des pogroms, il y avait des tueries horribles. Donc, elle a compris que sa vie n'était pas du tout là-bas, dans ce pays-là. Alors, de quelle région vous parlez précisément? Là, maintenant, je parle de la Roumanie. Ok. Plus Moldavie. précisément? Très bien. Moldavie. Et donc, elle a fait le chemin, la même chose que mon père, mais elle est partie dans d'autres conditions que je ne connais pas, en Palestine. Okay. Donc, il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont réunis sur le sol palestinien sous mandat britannique à l'époque. La question est la suivante, c'est qu'il n'y avait aucune structure, tout était le désert, rien n'a été fait, et la vie n'était pas si facile que ça. En plus, il y avait la malaria. Pourquoi? Parce qu'il y avait les étangs qui n'étaient pas asséchés, et il y avait donc les moustiques, et ça fait des morts et des morts et des morts. Donc les gens qui étaient là pour être en Palestine ne sont pas restés en Palestine. Ils ont fichu le camp en Égypte. Okay. Il y avait une très grosse communauté juive dans les villes égyptiennes. Donc, en Égypte, c'était la vie rêvée. Parce qu'il y avait des infrastructures, des hôpitaux, des écoles, des universités. Enfin, une vie comme on l'entend à peu près. Donc, mon père et ma mère se sont connus à cette époque-là en Égypte. Dans quelle ville? Dans la communauté au Caire. Okay.
Et mon père a décidé de se marier, mais on ne se mariait pas si on n'avait pas un métier. Donc, il a décidé d'apprendre un métier. Il est parti aux États-Unis, donc dans ce campus, et il a appris le métier d'ophtalmo. Donc, ça a duré 2-3 ans, j'imagine, je ne sais pas. Et il est revenu donc pour se marier au Caire. Et il a professé en Égypte. D'accord. Il avait une vie rêvée. Il paraît qu'il a un beau mariage, d'où mon frère est né. Il avait en 1923 ça. Et donc, tout allait bien, sauf qu'il y avait des très très mauvaises nouvelles d'Europe. Mon père a décidé que ses parents, ses frères et sœurs devraient venir en France, se réfugier en France. L'idée a couru son chemin, très vite, parce que ça chauffait bizarrement, mais ça chauffait très dur. Et donc, le voilà, avec sa proposition qui devient une réalité. Les parents, les oncles, les tantes veulent venir en France. Donc, si eux viennent en France, lui aussi, il doit être en France. Alors, je vous interromps. Pourquoi la France et pas la Belgique ou Ça aurait pu. Ça aurait pu. C'était une famille francophone ou pas du tout? Non, mais ils ont appris au lycée, ils ont appris le français. Donc, ils parlaient français déjà en arrivant? Déjà, ça facilite énormément les rapprochements, mais ça aurait pu être l'anglais. Ils parlaient anglais à la maison. Alors, donc, ils auraient pu être en Angleterre. Je vous interromps encore une fois. Vous êtes naturellement arrivé à votre père et à votre mère. J'aimerais que vous nous parliez un peu plus de vos grands-parents, de leur vie en Pologne avant qu'ils émigrent. Qu'est-ce que vous savez d'eux? Je sais une chose, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, vous m'avez posé la question, est-ce que vous avez connu vos 4? J'ai une photo. Pourquoi? Parce que quand ils se sont réunis, le point d'attache était Paris. À partir de Paris, mes grands-parents du côté maternel partaient en Argentine. Et du côté donc paternel, ils sont restés à Paris. Mon oncle a fait des études dentaires et mes tantes ont professé un petit peu plus le français et ils ont eu des postes importants. Donc cette vie-là, en quelque temps, est devenue régulière, entre parenthèses. Mais ces 4 parents, je les ai connus quand j'étais petit, mais j'ai des photos qui attestent cette réunion. Okay. Voilà. Mais c'est tout ce que je peux vous dire des grands-parents. Alors, ça veut dire qu'ils vous ont peu raconté leur vie en Pologne ou en Non, Roumanie? je ne pouvais pas parler avec eux. Ils parlaient ou le yiddish, ou ils parlaient le polonais. Et moi, je connaissais que l'anglais. Je ne connaissais pas le français. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, on parlait l'anglais. Donc, mes parents parlaient entre eux en anglais. Ce qui, pour moi, a été un handicap majeur. Quand j'étais inscrit à l'école maternelle, je ne connaissais pas la langue qu'on parlait, ni la maîtresse, ni les enfants. Ça a été un calvaire. Et aujourd'hui, demandez-moi si je parle anglais, j'ai dit non, je ne parle pas anglais. Voilà. Vos parents, qui venaient quand même de l'Est européen, ne parlaient pas yiddish? Ils parlaient yiddish. La plupart c'était l'espéranto du coin. Mais à la maison, ils parlaient yiddish ou ils parlaient qu'anglais? Ça, je ne peux pas vous dire. Okay, d'accord. Aucune idée comment ça s'est présenté. Ils avaient une vie quand même assez... pas de shtetl. Ils avaient une vie moderne. Je vois d'après les photos de mon grand-père, il s'est créé une petite industrie. Ils allaient à la plage, au bord de la mer, avec maillot de bain. Donc c'était déjà, pour cette époque, quelque chose d'avancé. Okay. Mais le reste... Alors peut-être quand même du point de vue de la pratique religieuse, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'était des croyants? Ça sûrement. Je n'ai pas connu de famille dans mon entourage, jusqu'à ce que je sois un enfant caché, que mon père et ma mère soient religieux. Ma mère avait une ascendance religieuse, puisque à l'âge de 13 ans, avant la rafle du Veldiv,
Elle m'a fait passer ma bar mitzvah. Et bar mitzvah, pour ce moment-là, je vous expliquerai le moment venu comment j'ai passé cette bar mitzvah. Vous nous le raconterez. Mais donc, si je comprends bien, vous avez eu une enfance dégagée de toute religiosité, c'est ça? Oui, Comment vous direz? exactement. Pourquoi? Parce que tout le monde a fui le communisme, Ouais. mais a fui surtout les pogroms, donc l'extrême droite. À partir de ce moment-là, ils se réunissaient ici et ils ne parlaient que d'une façon très socialiste. D'où la naissance du Bund, déjà en Russie, etc. Et les institutions juives ont suivi sous ce drapeau. D'accord. Mais vos parents, vos grands-parents étaient bundistes ou pas du tout? Non, ils n'ont pas fait de politique. Apolitique, complètement. D'accord. Parce qu'ils ont souffert de la politique. Donc, jamais mon père a fait de la politique. Et pourtant, ce que je dis là, je suis en dessous de la vérité. D'accord. Parce que il a fait grandement des choses que je vous expliquerai. On va y arriver. Oui. Alors, j'aimerais qu'on récapitule. Dites-nous à quelle date ils arrivent tous en France. Donc, mon frère est né en 1923 au Caire. 2 ans après, il est à Paris, puisque moi, je suis né en 29. Voilà, vous avez à peu près la concordance des dates. Ok. Et à quelle date les deux familles sont réunies, celle de votre Ah, ça, c'était en 30, quand il y avait le Front populaire, donc en 36, 37. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vos parents ont voulu être naturalisés français? Oui, Comment Oui. ça s'est fait? je sais pas. Mais ils l'étaient avant la guerre? Non, ils n'ont pas pu. Ils étaient quand l'armée allemande est venue rentrer en France, mon père s'est inscrit pour être mobilisé Ouais. et il n'a pas pu parce qu'il était apatride. Il n'a pas pu donc D'accord. voilà. Alors vous-même, vous êtes un enfant né sur le sol français de deux J'étais né étrangers. à Paris, donc. Alors vous étiez français tout de suite ou vous l'êtes devenu plus tard? Est-ce que vos Non, parents... je suis le devenu plus tard. Vous savez Ça, quand? je le sais. Pourquoi? Parce que mon père était obligé de faire des papiers. Oui. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu vent que je n'étais pas français tout de suite. D'accord. Mais Voilà. vous l'êtes devenu quand? À quel âge? Oh ben, je suis né après la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Donc vous-même, pendant l'occupation, vous êtes un enfant étranger? Non, je suis français, mais pourquoi? Parce que j'allais aux écoles françaises. Voilà. Tout simplement. Ok. Mais aux yeux de... Ça se passait de cette façon-là. Mais je n'avais pas de carte d'identité, Bien sûr. bien entendu. Mais j'étais français. D'accord. Et c'est sous cette égide-là que j'ai fait toute ma vie, mon école et toute ma vie d'enfant, finalement. D'accord. Mais pour être bien clair, vos parents ne vous ont pas déclaré français à votre naissance, comme ça se faisait beaucoup? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils ont voulu le faire et qu'il y a un handicap? Je n'en sais rien du tout. Parce Entendu. qu'eux-mêmes étaient dans une situation assez difficile. Alors, Ça, c'est possible. de quel point de vue vous voulez dire? Économique ou au point de vue de la loi? Non, au point de vue des difficultés d'être français. D'accord. On n'était pas français facilement. Il fallait faire ses preuves, il y a des choses, mais je ne connais pas les critères. Ok, très bien. Mais ça peut se retrouver, parce que ça rentre dans l'histoire, bien entendu, des changements de masse de population. Parce qu'il n'y a pas que les Polonais, il y avait aussi, après la guerre avec Franco, Espagnols, etc., etc. C'était le même problème. Alors, est-ce que vous savez dans quel quartier vos parents s'installent quand Oui. ils arrivent ici? Oui. Et on habitait au boulevard de Reuilly, Ouais. dans le Paris 12e, où il y a aujourd'hui le métro du Gommier, où il y a le grand, comment on appelle ça, le palais Omnisport Bercy? de Bercy. Alors, cette adresse, vous y êtes resté longtemps? Vous avez des souvenirs, vous? Oui, je suis resté, j'ai fait mon école maternelle, et mon père professait fait des opérations à l'hôpital Rothschild rue Manin, avec le professeur Mavas, et à partir de ce moment-là, on a progressé et on a déménagé. Ouais. Et on est allé dans un appartement plus grand, et c'était rue Lubrail, après la place Dominil. D'accord. Votre père, il était ophtalmo à l'hôpital Rothschild?
c'est ça? Et c'est comme ça qu'il est rentré à Rothschild. Mais il n'avait pas le droit, il n'avait pas les diplômes. Ouais, Donc, sous l'égide du professeur français, il pouvait opérer, d'accord. mais uniquement en présence de ce professeur. Donc, il est devenu assistant du professeur Babas. Ok. Voilà. Alors, essayez de nous décrire la maison où vous avez, ou l'appartement dans lequel vous avez grandi jusqu'à la guerre. C'était un petit appartement, parce que c'était difficile de trouver un logement. On n'achetait pas d'appartement, on louait des appartements. C'était la location qui primait avant tout. Et autre chose, c'est que quand on trouvait un appartement, les gens qui venaient de tel endroit essayaient de se réunir. Et ça, c'était la chose difficile. Et mon père a compris que c'était inutile, et donc il a pris quelque chose qui se présentait, mais qui n'avait rien à voir avec la communauté ou quoi que ce soit. Ok, Si, il y avait l'hôpital Rothschild à côté. bien sûr. Voilà. Mais alors, là, vous voulez nous dire que votre père aurait peut-être aimé habiter avec d'autres immigrés, C'est ça. mais il n'a pas aurait pu, peut-être ou c'était un souhait? Probablement, c'est probablement. Mais comme il travaillait en dehors de tout de ce genre de choses, donc pour lui, ça l'a pas entaché. Par contre, Ok. il s'est rattrapé bigrement. Pourquoi? Parce qu'il a créé des sociétés de mutualistes. D'accord. Et il y a des sociétés qui portent encore son nom aujourd'hui, mutuelles. Pourquoi mutuelles? Parce que des gens arrivaient d'exil et ils n'avaient rien. Il fallait les premiers secours. Et donc mon père a créé ce genre de mutuelle pour qu'ils aient une adresse, les soins, D'accord. du travail, Ok. un appartement et les aides nécessaires. Alors, vous voulez Les premiers dire, qui arrivaient aidaient les seconds. vous voulez dire qu'il s'agissait d'immigrés qui venaient de sa région, ou c'était indifféremment de Non, la de Pologne ou... toute région confondue. D'accord. Toute Et région confondue. uniquement les Juifs ou tout immigré qui vient Non, de l'Est? uniquement les Juifs. D'accord, C'est les Juifs qui ont souffert, c'est personne d'autre. C'était pas la guerre encore. bien sûr. On va y arriver à ça, justement. Donc vous êtes un enfant qui grandit à Paris. Normalement, Alors, entre parenthèses, normalement. et vous habitez dans un quartier qui n'est pas Très spécifiquement bien. juif. Non, pas du tout. Alors, du coup, j'ai une question un peu particulière. Oui, Quand vous étiez enfant avant la guerre, oui, est-ce que vous saviez que vous étiez un enfant juif? non. Non, je pratiquais pas, et mon père non plus. Mon frère, automatiquement, la même chose. Lui, il est allé au lycée Charlemagne, au lycée Marcellin Berthelot. Il a suivi un cursus qui n'a rien à voir avec la vie d'un shtetl ou de ce genre de choses. Et alors, est-ce qu'à Et l'école... attendez, je m'excuse, Allez-y. mais une chose, c'est quand il a créé ces sociétés mutualistes, il a défendu qu'on parle yiddish. Vous êtes en France, vous parlez français. Et ça marche. D'accord. Ça, je me rappelle encore, quand j'étais enfant, il y avait des balles de mutuelles, ils se rencontraient, et il y avait des thés dansants, des choses comme ça. Et ça, je me rappelle très bien. Où mes parents se réunissaient avec d'autres. Ok. Alors, de temps en temps, évidemment, ils parlaient yiddish. Quand c'était pas à la mutualité ou des choses comme ça. D'accord. Bon, revenons à vous. Oui. Vous ne saviez pas que vous étiez un enfant juif. Là, on est dans les années 30. Est-ce qu'à l'école, malgré tout, quelquefois, on vous a fait comprendre que vous l'étiez ou que vous étiez Non, le pas du fils tout. d'un immigré? Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai même pas eu un problème de ce côté-là. Ouais. Et je vais vous raconter la suite et vous verrez que, au contraire. Bah alors, on va anticiper, puis je vous ferai revenir en arrière. Dites-nous Oui. quel est l'événement qui vous a fait comprendre tout d'un coup que vous étiez juif. La rafle du Veldiv. Très bien. Alors, on y reviendra, évidemment. Donc pour vous, une enfance normale, Tout à fait. des frères et sœurs qui sont nés ensuite ou... Mon frère avait une enfance normale également. Donc vous étiez deux enfants. 2 enfants. Alors, 2 attendez, frères. votre fille qui est là allez-y, dites-nous, madame. On peut? Bah, allez-y, allez-y. Ok, papa, ta maman, elle t'emmenait pas à la choule Yom Kippour? Alors, juste au moment des fêtes, elle tenait à faire les fêtes. Ok. Mais je ne comprenais rien du tout. Je ne savais pas ce qu'on faisait là. On va dire. Et ton père travaillait dans un milieu juif, il était président
de mutuelle. Oui. Il avait un rôle très important à la fédération. Donc, Oui, tu savais quelque chose. au point de vue communautaire, social, oui, voilà, il était en premier rang. D'accord. Mais Voilà. vous étiez Mais un moi, enfant comme les j'étais autres, pas, si on j'ai comprend pas bien. du tout. Je voyais très peu de mon père. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi. Et moi, je l'ai compris maintenant. Il avait des fonctions incroyables que nous avons découvert. Ok. Est-ce que durant les années 30, vos parents ont gardé des relations avec d'éventuels parents restés en Pologne ou en Moldavie? Non. Ça a été, une fois que les grands-parents et les frères et sœurs sont en France, au sol français, c'est ça qui comptait. Et n'oubliez pas une chose, les événements ils ont couru bigrement, parce que il y avait des difficultés en France après. Il y avait de l'antisémitisme, il y avait le Front populaire, il y avait des choses qui sont venues sur le tapis avec Léon Blum, où la droite n'était pas du tout contente. Alors, est-ce que effectivement le Front populaire, la victoire de Léon Blum, a eu des répercussions dans votre vie, à vous, enfin celle de vos parents? Oui, bien entendu. L'antisémitisme courait d'une façon magistrale, à telle enseigne, c'est que la France a été vendue aux Allemands à cause de ça. Alors, ça, c'est votre opinion d'adulte, mais est-ce qu'à l'époque, vous avez des indices qui vous font pencher vers... Non, à l'époque, pas du tout, puisque j'étais enfant finalement normal. Bien sûr. Donc, je courais les rues où j'allais au cinéma, comme tous les copains. Votre fille va encore parler, allez-y. Désolé. Tu m'as dit que tu voyais des défilés, des manifestations. Oui, c'était le Front populaire. Alors, racontez-nous, parce que peu de personnes sont capables de nous raconter des souvenirs du Front populaire. Ah, ben j'ai eu peur. C'est la première peur que j'ai eue de ma vie. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, on courait dans les rues, avec des drapeaux rouges et des bagarres et des choses comme ça. Alors évidemment que ma mère m'a pas laissé dans la rue. Mais je me rappelle très bien ce genre de manifestation. Ouais. Absolument. Il n'y avait pas la télévision, mais les journaux avec les caricatures, ça y allait. Hein. Vos parents étaient des sympathisants du Front populaire ou... Non. Ils ne faisaient pas de politique. Apolitique, hein, je l'ai dit tout de suite. Ok. C'était mutuel. C'était aider son prochain. D'accord. Voilà, ça c'était un leitmotiv qui a tout le temps habité mon père. Alors, on va arriver à 1939. Est-ce qu'avant la guerre, il y a dans votre vie d'enfant des événements particuliers que vous souhaiteriez raconter ou c'est une enfance vraiment Oui, tout à fait lisse? Oui, il y a une chose que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que quand il y a eu la mobilisation, déclaration de la guerre, Oui. quand les Allemands ont envahi la Pologne, Oui. il y avait en France quelque chose, un élan extraordinaire de la part du ministère de l'Éducation nationale. C'est qu'ils ont proposé aux parents de prendre des enfants, de les faire sortir de Paris pour les abriter en province. C'est incroyable. Et c'est ce que ma mère et mon père ont fait. Ils m'ont inscrit par mon école et je suis allé me réfugier, donc avec ma classe, pour ainsi dire. J'étais dans la Nièvre. Ok. Votre école, c'était laquelle? Et donc c'était les déclarations de la guerre. Mais le nom de votre école, c'est... Michel Bizot. D'accord. École communale de Michel Bizot. Ok. Voilà. Vous voulez intervenir? Bon, allez, on va vous laisser continuer. Combien de temps ça a duré, la Nièvre? Le repli de toute la classe dans la Nièvre? Alors, je suis resté dans la Nièvre jusqu'au moment de l'Exode. Mon père, ma mère et mon frère sont venus me rejoindre dans la Nièvre. Okay. On n'est pas resté dans la Nièvre parce que mon père avait des choses à faire, donc on est rentré à Paris. Okay. Pendant l'Exode ou quand les après Parisiens revenaient? Après l'Exode. Ok. Nous sommes arrivés à peu près en même temps que les Allemands à Paris. D'accord. Voilà. Donc au mois de juin, vous rentrez à Paris. Est-ce que vous avez des souvenirs d'enfants de ce retour à Paris, des images? Oui. Allez-y. D'où le film que je fais. Alors racontez-nous s'il vous plaît en détail, qu'est-ce qui vous reste de quand je suis arrivé, c'était au mois de juin, il ne faut pas l'oublier. C'était
l'école était fermée, il n'y avait plus personne à Paris, presque plus personne. Et voilà que on sonne à l'appartement et je vois des officiers allemands. J'étais très étonné. C'est la première fois que je voyais des uniformes, et puis surtout à la maison. Ils parlent avec mon père. Mon père nous dit à ma mère, va prendre les enfants, mais restez au fond de l'appartement. Et fait rentrer ces officiers au salon. Ça a duré, je crois, une bonne demi-heure. Des officiers sont partis du salon, sont descendus, et l'officier a voulu visiter l'appartement. Chose dite, chose faite. Il visite l'appartement, il regarde, il arrive devant le bureau de mon frère. Sur le bureau de mon frère, il voit un grand cahier où mon frère a découpé des caricatures et classé par pays de tous les pays européens du monde sur des événements politiques du moment. Cet Allemand prend ça et le met sous son aisselle. Mon frère dit non, ça c'est à moi et puis j'ai pas terminé. Il le tire. L'Allemand sourit. L'Allemand s'en va. Et mon père nous raconte. Qui était ce personnage? Capitaine Dannecker. Carrément. Envoyé par Eichmann. Que faisait mon père avec un personnage pareil? Et ça m'est toujours resté dans la tête. Jusqu'après le retour d'Auschwitz et tout ça, j'ai dit, mais mon père a fait des choses. On ne déplace pas un chef de la Gestapo pour la France comme ça. C'est pas parce qu'il était président mutuel que Dannecker s'intéressait à lui. Et c'est là qu'on a commencé à s'intéresser, qu'est-ce qu'a fait mon père? Alors, en quelle année vous entreprenez ces recherches? C'est récent ou... C'est récent. Ok, entendu. Bon, c'est récent. On va reprendre le fil de... Oui. Donc, je suis avec l'occupation allemande. Oui. Il faut savoir que, pendant cette occupation, il y a eu un retournement politique, puisqu'il y a eu l'armistice, signé par Pétain et Hitler, et il y a eu un gouvernement de Vichy de créer, et sous la botte des Allemands, notamment tout ce qui concernait la question juive, avec les lois et tous les interdits. Bien sûr. Ça commençait à chauffer. À partir de ce moment-là, mon père, je ne savais pas, mais il ne rentrait pas du tout à la maison. Depuis l'arrivée de Dannecker chez nous, il ne vivait plus à la maison. Il travaillait encore ou pas, vous savez ça? Je vais tout vous révéler, promis. Quand les Allemands étaient là, en occupant, petit à petit, ils œuvraient pour eux, les Allemands. Les Français croyaient qu'il y avait une collaboration, comme disait Pétain. Mais pas du tout. Ils raflaient tout ce qu'ils pouvaient, la nourriture, les brimades. Jusqu'à quand, jusqu'où, c'est qu'ils ont créé le STO, service du travail obligatoire. Oui. Ils ont pris des jeunes Français pour aller travailler en Allemagne. Ça, les familles françaises ont compris ce que ça voulait dire. Mais jusqu'à là, ça ne les intéressait pas. On raflait les Juifs, c'est fini. Alors, essayez de nous dire... Qu'est-ce qu'il reste pour vous de ces années 40, 41, on va dire avant les grandes rafles? Qu'est-ce qui reste de vous comme enfant? Est-ce que vous avez des souvenirs de la vie à cette période? Ah ben, bien entendu, parce que je suis resté seul avec ma mère. Et c'est là qu'elle m'a dit, c'est le jour de ta bar mitzvah. Je suis né donc en avril 29, donc en avril 42. Avril 42. J'étais seul avec elle, en tête-à-tête. Elle m'a offert une pochette avec dedans un châle de prière. Elle m'a fait réciter quelques psaumes, probablement. Je me rappelle qu'elle avait fait un petit gâteau. Et c'est tout. Mais j'avais personne d'autre. Pas de famille, rien du tout. Et je comprends pourquoi. Parce que c'était une souricière. Cet appartement est devenu une souricière. Il pensait attraper des gens.
Parce que voulait Dannecker? Qu'est-ce qu'il a demandé à mon père? C'est ça que les historiens ne savent même pas, et que je révèle. Mon père a entendu de la bouche de Dannecker qui voulait rayer toutes les institutions juives de l'époque pour créer quelque chose qui travaillerait avec le gouvernement, pas français, allemand. Un Judenreich. Exactement ce qu'ils ont fait dans les pays occupés, l'Autriche, la Pologne et tout, pour cerner le problème juif. Mon père se dit incapable de faire ça. Ouais. Et il lui a demandé donc où se trouve le baron Rothschild, où se trouve Marc Jarblum. C'était des présidents de grandes sociétés institutionnelles françaises. Le baron Rothschild, rien que le nom, et donc il le cherchait. Mon père a dit, je ne sais pas, il y a eu l'Exode, je ne sais pas, moi je reviens d'Exode, je ne sais pas. Alors donnez-moi une liste de personnes que vous connaissez, à qui je peux m'adresser. Mon père prend et il note des noms. Il ne connaissait pas du tout. N'importe quoi, ça fait perdre à Dannecker 2 mois. Alors, parce qu'il a cherché ces noms. Votre père vous l'a raconté ou vous l'avez vu? Non. Comment aujourd'hui vous pouvez nous raconter cette histoire? Dites-nous. C'est dans les livres d'histoire. D'accord. Okay. Ça veut dire d'autres témoins? C'est venu après coup, quand on a cherché, on a vu quel était le motif de Dannecker. Et il y a des grands historiens, genre Adler, etc., qui racontent qu'est-ce qui s'est passé. Quand Dannecker est parti de l'appartement, qu'a fait mon père? Il est descendu, il a dit je reviens pas, il a dit à ma mère tu ne m'attends pas, il est parti. On ne sait pas où, comment, quoi que ce soit. Et j'ai su par les livres d'histoire où il est parti. Lui-même n'a pas pu vous le raconter, c'est ça? Il racontait rien du tout. D'autant plus que il rentrait dans la clandestinité à l'époque. Donc il n'y avait pas d'archives, il n'y a rien. C'est lui, avec le peu de monde qu'il y avait à Paris, qui les a réunis, qui a dit ce qui s'est passé avec Dannecker et qu'il fallait faire très attention et qu'il fallait maintenant rentrer une partie de chaque institution en clandestinité. D'accord. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est comme ça qu'on a sauvé beaucoup de familles et beaucoup d'enfants. Avec des différents réseaux. On a utilisé tout le monde. Les scouts, les EIF, l'OSE, le collège scolaire, la fédération de société. Ouais. Tout le monde. Et on a la CIP également. Mais la CIP a dit non, nous ne sommes pas politiques, on ne veut pas faire partie de ça. Okay. Si je vous comprends bien, ça vous l'avez appris beaucoup plus tard. Tout ça, je l'ai appris plus tard. Je vous dis, c'est un puzzle. Chaque chose qu'on a commencé à travailler, on apprend des choses. D'accord. On apprend tellement les choses qu'on a été récompensé. La cerise sur le gâteau, vous connaissez l'expression? Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Pour nous, d'un seul coup, on est avisé qu'il y a des archives aux archives nationales. Ouais. Son mari et ma fille sont allés prendre rendez-vous. C'était au moment où, en 21, il y a très peu de temps, où ils ont vu, comment on dit ça? Hein? Il y avait le Covid, c'était compliqué. Il y avait le Covid, c'était le commencement du Covid. C'était difficile d'avoir un rendez-vous. Okay. Et alors, vous avez téléphoné pour prendre rendez-vous. Oui. Finalement, ils sont allés, quand ils sont présentés aux archives nationales, finalement, on sait où vont ces archives-là, une présence vient chercher des renseignements. C'est tout ce qui s'est passé, des inspecteurs de police, de la préfecture de police, des comptes rendus, qui étaient dans les caves de la préfecture de police. Quand la Gestapo est venue, a raflé ça, a amené ça à Berlin. Quand les Russes sont arrivés et qu'ils ont occupé Berlin, ils ont pris les mêmes documents à Moscou.
Donc ce sont les archives nationales qui vous ont contacté, c'est ça? Non, c'est Non. moi qui ai Ah, trouvé c'est le- vous Non, qui non, avez non. trouvé les archives? On a posé la question aux archives nationales. D'accord. Et mon père avait 3 noms. Ouais. Il y avait le nom normal, plus le nom qu'il avait francisé, plus le nom de son diplôme. Aux États-Unis, on a le droit de changer des noms. Ouais. Donc il y avait 3 noms, on ne savait pas. Et eux ne savaient pas, et personne ne savait. D'accord. Et qu'est-ce que c'était? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les fonds de Moscou. Oui, oui. Et les fonds de Moscou, tout ce qu'on a cherché, nous révèle que c'est vrai. D'accord. Et pourquoi Dannecker est venu à la maison? Maintenant, je vais vous dire pourquoi, le motif. Mon père a été nommé et créé une institution qui s'appelle les Juifs polonais en France. Mhm. Regardez aujourd'hui, avec l'actualité, vous avez les réfugiés d'Ukraine. Mais les pays les ont accueillis. La Pologne en a 3 millions. La Roumanie en a 1 million. La Grèce en a aussi. La France en a aussi. On s'est occupé de ces gens-là. À l'époque, en 1939, au moment de la défaite de la Pologne, personne ne s'est occupé. Et c'est mon père qui est devenu président de cela. D'accord. À telle enseigne, c'est que d'un seul coup, on découvre que ces exilés polonais en France, soldats, tout confondu, famille, tout, ils sont plus de 300 000. Qui s'occupe de ça? Personne. Mon père a trouvé des députés. Je pense que ça s'appelle Daladier. Mhm. Mais j'ai pas de confirmation, j'ai pas d'écrit. Mais c'est Daladier qui a fait voter à l'Assemblée nationale le droit à des Polonais qui voulaient combattre et aider la France de revêtir l'uniforme français. D'accord. Il a fait ouvrir le camp de Kotkidan. Et il a réuni tous les Polonais qui voulaient combattre à Kotkidan. Et l'état-major était à Angers, avec le général Sarkowski. Et un général Alexander, celui comme De Gaulle, est allé à Londres. Donc, le résultat, vous avez 100 000 Polonais restés en France, qui ont revêtu l'uniforme français, qu'on a envoyé aux Ardennes, dans les Ardennes. Et 200 000 Polonais qui sont partis en Angleterre. Le rôle de mon père là-dedans, en tant que président, ça veut dire quelque chose. D'accord. Et je ne sais pas quoi. Mais je sais le résultat. dans le fond Moscou, vous avez trouvé Alors j'ai trouvé quoi précisément? des inspecteurs Oui. français qui ont surveillé la maison, Oui. effectivement, et qu'on a pris mon père comme un dangereux communiste. Mais ça, c'est des enquêtes qui datent d'avant la guerre ou c'est... Non, de 1939. Voilà, ok. Mais De avant 39. l'occupation. Tout ça, c'était avant l'occupation. Et pourquoi? Parce qu'ils ont déclaré cette société Bien sûr. bien entendu. Et je veux dire mieux même, c'est que parmi ces exilés, dont je parlais en France, Oui. mais ils sont partis en Cyrénaïque, ils sont partis en Tunisie, en Afrique du Nord, ils sont partis en Irak, mais pas en Iran, en Irak. Et en Irak, des groupes donc, de soldats polonais entendent que des Français forment une unité française au Soudan. Et qui? Par le colonel Leclerc. Et qui occupe la Cyrénaïque? Rommel. La bataille de Cyrénaïque. Très juste. Les Polonais décident de rejoindre les Français, de passer le Nil et de rejoindre les Français. Alors, ils disent non, c'est plus proche d'aller en Palestine sous mandat britannique et de se mettre avec Montgomery. Ok. On va revenir à votre famille si vous voulez bien, parce qu'il y a encore Voilà. quelques trous. Mais simplement pour terminer, pourquoi je raconte cette anecdote Ouais. particulièrement? Parce que ces soldats polonais, 80% étaient juifs. Et c'est ce qu'on appelle la première brigade juive qui a combattu avec les Anglais. Voilà, tout simplement. Si je reviens à l'année 40, votre père, vous nous dites, entre dans la clandestinité, en tout cas il n'est plus à la maison. C'est donc votre mère qui s'occupe de vous à plein temps, c'est ça? Toute seule?
Est-ce que vous savez si elle s'est déclarée comme juive en Non. octobre 40? Non, pas eu le temps. Pas eu le temps du tout. De 42, le jour de ma bar mitzvah, la RAF a eu lieu quand? En juillet. Oui, mais le recensement c'était en octobre 40. Vous savez pas si votre mère s'est faite recenser à la préfecture? L'histoire d'un recensement du poste de TSF, Oui. qui est connu, c'est comme ça qu'ils ont eu le fichier. C'est comme ça qu'ils ont créé des adresses et qui sont venus avec des noms et des choses comme ça. Alors, dans votre cas, personnellement, votre mère est allée rendre son Non, poste ou non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Ouais. On était réfractaires à ce genre de choses. Parce qu'ils ont compris ce que ça voulait dire de faire ça. Ok. Il ne faut pas oublier qu'ils ont souffert aussi de l'antisémitisme en Pologne. D'accord. Donc votre famille, Donc on va dire. ils sont méfiés. Mais, à vrai dire, mon père était assez instruit, ou on l'a instruit, à la préfecture de police, que des inspecteurs ont dit on va jamais arrêter les femmes et les enfants. Ouais. C'est faux. Parce que le coup de sonnette le matin, on est venu nous arrêter. Ah, monsieur n'est pas là, et monsieur Jacques n'est pas là. Bon, ben, madame, préparez des affaires pour 3 jours, nourriture et vêtements. J'entends 3 jours. Je vais pas avec eux. Si 3 jours, je reverrai ma mère. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des clés et je suis parti. Et ça, c'est le commencement de ma vie cachée. Alors attendez, vous êtes allé un peu vite là. J'aimerais d'abord que vous nous disiez, si vous avez porté l'étoile, vous. Alors, c'est une histoire pour ça, pour Vas-y. l'étoile. C'est obligatoire, bien entendu, Oui, oui. le port de l'étoile, et on devait même donner des tickets de textile pour acheter l'étoile. J'ai jamais voulu porter l'étoile. J'ai dit, quoi, je vais me faire remarquer, si j'ai envie de pas prendre le dernier wagon du métro, ou d'aller dans un square, avec l'étoile, c'est impossible. D'accord. Je n'ai jamais porté l'étoile. Et je ne sais même pas où elles sont, les étoiles. Ce qu'elles sont. C'est des étoiles filantes. Je n'ai pas connu du tout. Mais par contre... Votre mère, elle l'a porté ou pas? Non. Non. Et par contre, je suis arrivé à l'école, Ouais. quand c'est arrivé, et la stupéfaction de ma classe, avec le professeur en tête, ils avaient découpé dans du carton des étoiles, et ils ont mis des mots très marrants à la part de mettre juif, ils ont mis le cochon etc. et des trucs marrants. Ok. Je suis rentré dans cette classe, ça m'a fait chaud au cœur, et j'étais le seul à ne pas porter l'étoile. Est-ce qu'à l'école, il y avait du coup du jour au lendemain des enfants qui sont arrivés avec une vraie étoile que vous avez? Oui. Ah oui. Il y en a eu, il y a eu des portes d'étoiles, bien entendu, que j'ai vus. Des copains à vous, pas nécessairement? Oui. Bien entendu. Mais personne ne faisait attention. Okay. Personne ne faisait... Il n'y avait pas cette, je sais pas moi, animosité. Ouais. On s'en foutait complètement. Mais vraiment, c'est le mot. On s'en fichait complètement de ça. Durant ces années-là... Attendez, une seconde. Allez-y. Quand, au moment, il n'y a pas que la porte d'étoile, est-ce que vous voyez aujourd'hui, on vous présente qu'il y avait au palais Berlitz l'histoire de l'antisémitisme, comment reconnaître un juif. Ils ont dit que c'était un grand succès. Faux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands, enfin Vichy? Ils ont obligé les écoles à y aller. Évidemment, ils ont photographié, il y avait plein de monde, et pour cause. La vôtre y est allée du coup? Oui. Toutes les écoles obligatoirement. Donc vous avez visité l'expo le Juif et la France? Oui, exactement. Il vous en reste des souvenirs, des Ah impressions? oui, très nettement. Très nettement, parce qu'on rigolait des gros nez, on rigolait, mais sans comprendre. Les caricatures. D'accord. C'était très bien fait. Il y avait la queue dehors. Alors là, c'est au début de l'année 41. Vous-même, à cette date, vous ne comprenez pas encore que vous faites partie des gens qui sont sur Non, je ne comprenais pas le danger. J'avais tellement de copains et tellement de choses qu'on ne quittait pas cette vie qu'on avait insouciante. Très bien. On la vivait, cette vie. Donc on ne pouvait pas savoir. Et mon père n'étant pas là. J'avais ma mère,
Ma mère avait probablement des difficultés, mais chose curieuse, elle m'a jamais interdit quoi que ce soit, ma mère. Jamais. Je ne sais pas pourquoi, comment, mais j'étais libre. Ouais, mais en étant libre, je savais qu'il fallait rentrer, qu'il fallait faire les devoirs et tout, D'accord. sans problème. C'était naturel. Votre père n'est plus là, j'imagine qu'il n'y a Ni plus... mon frère. Ok, il n'y a plus de revenus à la maison. Et non. De quoi vous avez vécu avec votre mère? Ah ben, il était caché, mon père était caché. Ouais, Il recevait probablement, parce qu'il avait un magasin, une boutique, parce qu'il ne pouvait pas exercer oui, à l'hôpital, donc il a ouvert une boutique d'optique, d'accord, optique médicale. Donc il avait une forte clientèle, oui, parce qu'il faisait l'examen de la vue, et ça il pouvait le faire, oui, et ça c'était énorme à l'époque. d'accord. Voilà. Et donc il gagnait sa vie. Et pendant la guerre, ce magasin n'a pas été fermé par les Allemands ou par... Il y avait un régisseur français qui a été mis par les Allemands, qui a été spolié, tout comme l'appartement, il a été spolié. Alors du coup, qu'est-ce qu'il reste comme revenu à votre mère durant tout ce temps? De quoi elle vit? Elle n'a pas eu le temps, à la rafle du Veldiv, elle a été embarquée, Ok. elle était à Drancy. Alors si vous permettez, je vais vous reposer la question autrement. Oui. Est-ce que vous avez continué à manger correctement? Vous avez souffert de la faim ou Non, pas? pas du tout. Je vous ai dit, c'est le début de mon enfant caché. Qu'est-ce que j'ai fait en m'enfuyant? Avant la rafle, je veux dire, on va dire, Ah entre... oui, jusqu'au moment de la rafle, tout est très bien. Tout est très bien. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller faire les courses avec votre mère, faire la queue dans Oui, la rue? bien entendu. Racontez-nous, s'il vous plaît, si vous avez des souvenirs. Il y avait le marché boulevard de Reuilly, on faisait des courses, il y avait normalement. Bon, je ne sais pas si c'était des denrées rares ou pas rares, et le prix, j'en ai aucune idée, mais je me rappelle très bien que j'aidais à porter le sac pour ma mère. Ok. Encore un petit retour en arrière. Début 42, donc il y a plusieurs interdictions qui tombent sur la tête des Juifs en zone occupée. C'est ça. Vous avez parlé du dernier wagon du métro. Oui. C'est quelque chose que vous aviez en tête, vous l'ignoriez à l'époque? Non, j'ai appris tout ce qu'il ne fallait pas faire. Les heures de sortie, Ah ben oui, parce que je commençais à m'intéresser bigrement. Parce que, vu que mon frère n'était pas là, mon père non plus, il y avait des conséquences quand même. Alors, ça m'est quand même rentré dans la tête que c'est pas une vie normale. J'ai dit, pourquoi? Et on a discuté, on a vu des choses, j'ai appris des choses. Mais ce qui m'a quand même un petit peu alerté quand les policiers sont venus nous arrêter. Je savais que c'était un danger. Donc, sans faire de bruit, j'ai pris les clés et je suis parti. C'était en mois de juillet, oui. Il faisait très chaud. J'ai pris juste un sweater, et un short. Et je suis descendu au 2e étage chez des voisins que je connaissais, que mes parents connaissaient. Juif ou pas du tout? Non, pas juif. J'ai sonné, ils m'ont ouvert la porte, j'aurais expliqué qu'il y avait la police et que je suis venu me cacher. Non seulement ils m'ont ouvert la porte, mais ils ont ouvert leur cœur. Parce que je suis resté 1 mois chez ces gens-là. Et pourquoi je suis resté 1 mois chez eux? Et ils n'ont pas vu ni ma mère puisqu'elle était prise, ni mon père parce qu'il était caché. Ils n'ont pas posé de questions. Ils m'ont abrité, tout simplement. Et c'est mon père qui a envoyé quelqu'un pour donner de ses nouvelles et donner probablement rendez-vous à la fille qui était la fille de la maison de Richard, d'où le nom Richard que j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est là qu'on a décrété qu'il chercherait une autre famille, et aussitôt qu'il trouverait une autre famille, qu'il viendrait donc prévenir cette famille-là, Richard, pour être quelque part un rendez-vous. Pas à la maison, parce que cette maison était gardée, était épiée, on ne pouvait pas. Et il risquait la déportation exactement comme nous, parce qu'il cachait des Juifs. Donc on a fait rendez-vous métro Dominil. Et là, on m'a confié à quelqu'un qui m'a amené dans sa famille, qui avait une famille dans le Cher, près de Bourges. D'accord. Donc toujours en zone occupée. Je suis parti là. Mon père et mon frère sont restés ensemble. Et ils voulaient passer la ligne de démarcation.
une fois que moi j'étais casé, Ok. c'était donc pour eux c'était plus facile. Mais ils se sont fait arrêter à la ligne de démarcation. Ils ont fait donc Bonne-la-Rolande. Vous Pithiviers. savez où ils ont été arrêtés, pardonnez-moi? Oui, près de Châlons. Près de Chalon-sur-Saône? Oui. Et je veux dire pourquoi près de Châlons. Parce que ça aussi, on l'a découvert maintenant. Ouais. Il y avait une grande réunion pour organiser les réseaux dans le sud-ouest de la France. Mhm. Et là, il y avait Loinger, il y avait Gamzon, il y avait pas mal de monde Ok. qui était là à Lyon. Et mon père probablement avait rendez-vous là. D'accord. Parce que il faut dire qu'entre-temps, mon père, avec quelqu'un de la fédération, était responsable de l'argent que donnait le joint, D'accord. De quelle fédération vous... la Fédération Société Juive de France, Merci. rue Folie-Méricourt. Très bien. Donc, il était responsable de cet argent pour payer des pensions, payer les passeurs, Ouais. etc. Qu'est-ce que vous savez des circonstances de l'arrestation précisément de votre père? Qui l'a arrêté, enfin qui les a arrêtés tous les deux? Non, je ne sais pas. Même mon frère ne m'a jamais raconté cette histoire-là. D'accord. Encore mieux, quand ils sont revenus d'Auschwitz, je leur ai posé des questions. Ils n'ont jamais voulu répondre. Ça a été très, très difficile pendant des années. Vous en reparlerez tout à l'heure. Mais on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a toute une histoire Alors, là-dessus. s'il vous plaît, l'arrestation de votre mère, vous y avez assisté? Ou vous l'avez vue? L'arrestation? Oui. Mais j'étais avec elle. D'accord. J'étais Alors, avec elle. Elle préparait ses affaires. raconte- Elle était occupée à préparer ses affaires. Et moi, j'ai rien dit à ma mère. Ok. Parce que j'aurais dit quelque chose, elle me dit où tu vas? Eh bien, ça aurait éveillé les policiers. Alors, vous les avez vus, les policiers, du Oui, coup? mais bien entendu. Essayez de nous le Et décrire. ils se baladaient dans l'appartement pour savoir quoi prendre. C'était ça, les policiers. Mais ils étaient violents? Alors, il y avait Comment un vous diriez? inspecteur de police et deux policiers en militaire, quoi, en habit militaire. Ouais. Mais ils étaient tellement occupés qu'ils ne m'ont pas vu foutre le D'accord. camp. Mais Ils me alors- cherchent encore. Est-ce que vous vous rappelez précisément des mots qu'ils ont employés pour justifier Non, cette ils ne parlaient arrestation? pas. Ok. Ils simplement préparé, ils avaient une liste et tout, c'est tout. D'accord. Non, ils ne parlaient pas. Alors, à cette date, vous avez à peu près 13 ans. J'ai 13 ans. Est-ce que pour vous, c'est une surprise ou on s'y attendait un peu? Ah oui, c'était une grosse surprise. D'autant plus que mon père avait dit à ma mère, ne t'inquiète pas, on n'arrête pas les femmes et les enfants. Mais c'est faux. C'était faux. C'était encore un mensonge. Allez-y, madame. Ouais, je crois que tu as oublié l'histoire du foulard sur le balcon. Ah oui, oui, c'est vrai. Mon père avait dit que si jamais il y avait la Gestapo dans l'appartement ou la police, de mettre un foulard qu'il verrait depuis la rue. D'accord. Ça indiquerait que de ne pas monter dans l'appartement. C'est ce que j'ai fait avant de fuir. J'ai pris un foulard, j'ai attaché au balcon et après j'ai fichu le camp. Et alors, s'il vous plaît, votre mère est donc arrêtée et vous partez. Enfin, vous partez chez les voisins. Oui. Vous dites quoi, là? Que vous allez la revoir ou Mais oui, n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure, que le policier avait dit préparez pour 3 jours. Ok. Ah, j'ai dit bon, ça tombe sur le coup, dans 3 jours, je verrai. Ok. C'est faux. J'ai jamais pu revu ma mère. Vous avez des nouvelles? Elle a pu écrire de Drancy, Alors, du train? Ça rentre dans l'histoire d'Auschwitz. Si vous permettez, on va attendre un peu parce que sinon, ça va aller trop vite après. Bon, alors revenons du coup à... Alors là, je suis dans le Cher. Voilà, très bien. Je suis dans le Cher, je suis plus à Paris. Ouais. Dans le Cher, cette famille, lui était un ancien capitaine de cavalerie. Ouais. Et il croyait que j'étais son estafette. Il m'a fait bosser comme pas deux. Avec des ordres, avec ceci, et moi, j'avais perdu ma famille, j'avais perdu tout le monde. Mon appartement, je ne pouvais plus rentrer, et j'étais tout seul. Sur qui j'allais pleurer? Pourquoi j'allais pleurer? Ok. Donc j'ai subi. Mais à un moment donné, j'en avais gros sur la patate. Donc la personne qui m'a conduit dans cette maison-là, puisque c'était de la famille, Ouais.
Je lui ai écrit, parce que le téléphone, pas possible, je lui ai écrit pour qu'elle vienne me rechercher. Est-ce qu'à votre connaissance, cette personne, ce militaire, ancien militaire qui vous a accueilli, il était payé? Oui, Vous savez comment ça se passait? non, je l'ai su après la guerre. Ouais, Parce que j'ai expliqué à mon père pourquoi je suis parti de chez cette famille-là. Et il était au foudrage. Et lui, il avait payé. C'est sûr. Vous vous rappelez de son nom à cet homme ou... Oui, bien entendu. Bien entendu. C'était un Rodaro, c'était une famille corse, Ouais, officier français, mais qui était un commerçant, qui avait une très belle villa, mais ça a été bombardé par la Royal Air Force parce que c'était la ligne de chemin de fer qui passait là, était très très fréquentée par les Boches. ok. Cet homme, il savait que vous étiez un adolescent juif ou pas du Ah tout? ben oui, 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 en D'accord. toute connaissance de cause, c'est certain. Son geste en lui-même était appréciable, parce que trouver une famille dans ces circonstances, c'est pas facile du tout. Hein. Qui veut prendre cette responsabilité? Alors, dans le même moment, donc, votre frère et votre père tentent de passer la ligne et sont arrêtés. Est-ce que vous l'avez su tout de suite? Non, Vous l'avez su quand? après la guerre. Après la guerre. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrêtés, Ouais, ils ont été à Drancy. Là, ma mère, il a rencontré ma mère, qui finalement avait de mes nouvelles, parce qu'elle ne savait pas où j'étais. ouais, Et donc, ça a consolé tout le monde de savoir que j'étais en liberté, d'accord. que j'avais pu prendre la fuite. C'était énorme comme nouvelle pour eux. Et ça leur donnait du courage. Ouais, Donc, les trois sont partis, mon père, ma mère et mon frère, dans le convoi 33 en septembre 1942. d'accord. Et donc, ils sont partis à Auschwitz. Il faut dire que on s'est posé la question parce que mon père avait reçu la médaille de déporté politique. Oui, D'où vient ce mot politique? oui. Vous savez, vous? Oui, je pourrais vous donner la réponse, mais allez-y. Si vous avez une hypothèse, allez-y. Moi, j'ai téléphoné à l'archiviste Ouais, militaire de la place de la Paris Ouais. pour savoir. Parce que il y avait des choses. Pourquoi? Et français, pas lui. Oui, français, bien entendu. Et il m'a répondu, il m'a téléphoné. Il faut savoir qu'un déporté politique n'est pas arrêté chez lui. Il est arrêté soit en passant la ligne de démarcation, soit en flagrant délit de résistance, etc. Les déportés simples étaient arrêtés chez eux à domicile. C'est ça la différence. Mais après, ça c'est uniquement pour la France. Hein. Dans les autres pays, c'était encore autre chose. Mais en étant déporté politique, il y a eu une chance extraordinaire. Il est arrivé, donc, le même convoi. Ce convoi, il y a eu un arrêt à Gozelle. On a fait descendre tous les jeunes gens et mon père pour aller travailler dans les usines. Il y avait différents camps de ce côté-là d'Auschwitz, parce que Auschwitz c'est très long, c'est plus de 30 kilomètres. Après, le train a continué jusqu'à Birkenau, c'était la fin, Birkenau, et là, on gazait les gens, et ma mère a été gazée tout de suite. Alors ça, vous l'avez su par les livres ou votre père vous l'a raconté? Là, non, là, j'ai su par le livre de Klarsfeld Ok. l'histoire de ma mère. Alors, est-ce que la localité Cozelle, votre père vous a cité le nom de cette localité, vous a parlé de cet arrêt? Non, pas Rien du tout. Rien du tout. Je vais vous expliquer pourquoi et Votre comment. frère, pareil? Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Une chose extraordinaire. Quand est-ce que Auschwitz a été libéré? En 27 janvier 1944. 45. Mon frère, il était déjà dans la queue de la marche de la mort. Ouais. Mon père le voit, il dit: qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, on sort du camp.
Il dit non, tu viens avec moi, tout de suite. Et il l'a pris avec lui, il l'a caché sous un matelas, et il dit tu restes là et tu dis rien. Effectivement, les Allemands sont partis avec tous ces gens-là à pied. Okay. Il y avait la neige, ils mouraient de faim, et il a sauvé mon frère comme ça. Il était dans quel camp là? Auschwitz. Le camp principal ou Monowitz ou Birkenau. Très bien. Birkenau. Et mon frère, à ce moment-là, les Allemands étaient rares. Et je vous expliquais comment a eu lieu et pourquoi la libération d'Auschwitz. Ça n'a jamais été libéré par les Russes. Tout le monde croit que c'est libéré par les Russes. J'ai écrit au Conseil de l'Europe en voulant bien rectifier dans les livres d'histoire qu'il y a aujourd'hui, comme quoi on cite que les Russes ont libéré le camp d'Auschwitz. J'ai montré les preuves nécessaires et le Conseil d'État m'a écrit, d'accord, on va rayer ça de la liste, effectivement, ça n'a pas été libéré. Ils ont découvert le camp d'Auschwitz. Et j'ai toute une histoire racontée par le commandant, par le capitaine à l'époque, russe, qui a fait pénétrer l'armée soviétique dans le camp d'Auschwitz. Et je vais vous dire comment. Alors, là, s'il vous plaît, c'est plus votre histoire. Et il y a eu un livre dessus, Mais non, mais... Qu'est-ce que votre père et votre frère vous ont raconté de cet événement-là, la libération, la découverte? J'ai vu ce carnet que mon frère a écrit. Très bien, racontez-nous. Et j'ai dit, mais donne-moi, je ne comprends pas, donne-moi quelques exemples. Et je posais des questions. Ah, il dit, c'est trop long. Il remettait. Il m'a jamais répondu. Et j'ai dit, écoute, le carnet, toi, ça s'use, le crayon s'use, je voudrais le faire recopier, que ça soit en clair. Bon, il a admis. Oh, j'étais tellement heureux, j'ai fait asseoir dans un fauteuil, j'ai dit, est-ce que je peux t'enregistrer? Parce que c'est trop long en crayon. Et il me dit, oui. Je prends une cassette, n'importe laquelle, il y avait des chansons d'enfants, je l'ai mise dedans, et j'ai cette cassette-là. Et là, j'ai trié, après coup, pour le film. Hein. Ouais. Question-réponse. Parce que quand on questionne ces gens-là, ce qui est mon frère, ou que ce soit mon père, ou un déporté, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il commence à répondre à la question, mais il s'étale après. Oui. Parce que le souvenir fait qu'il y a tellement de choses à raconter qui s'étalent et qui se perdent dans leur mémoire. Okay. Et donc c'est un brouillage terrible. Okay. J'étais obligé de travailler là-dessus pour que dans le film, ça apparaisse question-réponse. D'accord. Donc, est-ce que de mémoire, vous vous rappelez les différents camps de travaux forcés après Cozelles, où ils sont passés tous les deux avant d'atterrir à Birkenau? À Drancy? Après Cozelles, une fois que le train est descendu? Non, ils sont descendus à Cozelles. Ouais. Et Cozelles, c'est le camp de Bleckamer. Ok, ils ont été à Bleckamer tout de suite. Ils étaient dans ce camp-là. Il y a un tas d'histoires là-dessus que je peux vous raconter, mais... Que votre frère vous a raconté ou que vous avez appris par les livres? C'est mon frère qui m'a raconté. Mais, allez-y. D'accord. Quand ils sont aptes à travailler pour les usines allemandes, ça a été terrible. Terrible pourquoi? Parce que ils ont été très très maltraités. Et mon père a reçu des coups de bâton dans le dos et il a eu une pleurésie. Donc, mais il s'était forcé à tenir le coup et tout. Et arrive un événement extraordinaire. Ouais. Sur ce chantier, qui est gardé par les Allemands, il y avait un sous-officier, il est venu, il avait l'œil tuméfié. Mon père a osé lui parler, parce qu'on ne pouvait pas adresser la parole. Ils abattaient immédiatement. Il a osé lui dire, tiens, si tu veux à l'infirmerie prendre certains médicaments que je peux t'indiquer, tu es vite guéri. Il a dit oui. Il a pris ses médicaments. 48 heures après, ça allait mieux. Plus de tuméfication. Qu'a fait cet Allemand, ses officiers? Il a changé de commando. Okay. C'est énorme.
Ça lui a prolongé la vie. Et non seulement ça lui a prolongé la vie, mais dans ce commando, ce nouveau commando, il avait le droit d'aller là où il y avait des STO. Ok. Donc, au bout d'un tuyau, mon père fait signe au gars qui est au bout du tuyau, c'était un Français. Et il a compris, il lui a fait passer le premier message dans le tuyau, et c'est pas la dernière fois qu'on a eu des nouvelles d'Auschwitz. Attention, officiellement, dans les livres d'histoire, les Allemands ont créé un poste pour que les gens écrivent. Ouais. Vous saviez ça? C'est faux. Ils l'ont fait, vous savez pourquoi? Ils avaient les noms et adresses. Tout simplement. Tandis que mon père, c'était clandestin, directement avec le STO, qui avait le droit de recevoir des colis, des lettres et tout. Et c'est ce que ça fait. La boîte aux lettres, c'était qui? La fille Richard. Et alors? Et cette fille Richard Ouais. m'a envoyé, où j'étais caché, des nouvelles de mon père. Et j'étais caché où? Je suis passé en Suisse. Ok, alors racontez-nous entre le Cher et la Suisse. Oui. Prenez un peu d'eau et si vous voulez, essuyez-vous la bouche si vous voulez. C'est une très longue histoire, vous voyez. Oui, c'est étonnant. Ouais. Là, alors, le Cher, je suis rentré dans Paris. Et dans Paris, la vie était infernale. Très dangereuse. Il y avait des rafles, d'un seul coup, sortie du métro, d'un seul coup, un coin de rue. On pouvait être pris n'importe comment. Vous habitiez où? Vous logiez où? Alors, j'étais chez cette personne qui avait cette famille dans le Cher. Okay. C'était un petit appartement de 2 pièces. Ouais. Donc, elle ne pouvait pas me garder. Je n'avais pas de carte d'alimentation. Je n'étais pas déclaré. C'était dangereux. Donc, on cherchait une institution juive où me placer. Chose dite, chose faite. On va dans le Marais. Il y avait le bureau de l'Hort dans le Marais. Là, on voit la personne qui nous reçoit. Très bien. Écoutez, nous sommes vendredi, ça va être Shabbat. Venez après Shabbat lundi. Magnifique, superbe. Je saurai où aller, je reprendrai un métier et tout. Je viens lundi au bureau à ce bureau de l'Hort. Il dit, mais monsieur, il n'y a plus d'Hort. Ils sont venus tout rafler pendant le Shabbat. Okay. Il fallait rechercher une autre institution. Chose dite, dans la même journée, on est allé à la colonie scolaire, rue Amelot. Ouais. Rue Amelot, on voit un personnage, et il me dit, d'accord, qu'il vienne demain, on le prend en charge demain. Je rentre avec la dame. Le lendemain matin, elle m'accompagne, donc rue Amelot. Effectivement, là, il y avait une jeune personne qui était une convoyeuse, qui m'a pris immédiatement. Elle m'a amené en train, gare de Lyon, seule. Oui. Elle m'a accompagné jusqu'à Annecy. Je suis descendu à Annecy. Là, il y avait une immense réunion de tous les enfants récupérés comme ça au lycée d'Annecy. Parce que c'était les vacances. Donc le lycée a ouvert pour tous ces jeunes gens. D'accord. Et là, des jeunes scouts, pas scouts, de Lausée, de partout, des jeunes de 10 à 20 ans, qui nous séparaient, qui faisaient comment on appelle ça, des grands regroupements par 15 enfants. Et là, on m'a mis avec 15 enfants, on était 15, mais dont 2 familles avaient de 5 enfants, ça faisait 10, et 5 individuels. De 5 à 13 ans. 5 ans. Dispatching, le soir même, on ne pouvait pas coucher. Donc on partait, et là, je me rappelle, je suis parti à Annemasse, plus près de la frontière.
à Annemasse, j'avais pris le train, on sort du train, et là, je crois qu'on a pris un autocar, je me rappelle plus. Ça, vraiment, je me rappelle plus, pour aller dans le territoire de Verrier, Marais de Verrier, qui est encore plus proche de la Suisse. C'était la frontière, on va pour ainsi dire. Et là, je rentre dans une maison, on est accueilli par un curé. Le curé, il dit, surtout pas de bruit. Les sœurs dorment là-haut, vous faites pas de bruit, vous allez dormir dans la cave. On descend dans la cave, il y avait une chandelle, pas d'électricité parce qu'il y avait des rondes allemandes. Et là, on nous a donné un morceau de gruyère, du pain, de l'eau, et les jeunes gens nous expliquaient qu'est-ce qu'on va faire le lendemain matin. Vous allez être, vous savez que le maréchal Pétain avait fait pour la jeunesse des camps d'été. Donc vous allez être un de ces camps du maréchal Pétain. Oui. Et ils nous ont fait, est-ce que vous savez le chant du maréchal Pétain? Eh oui, on a été obligé de l'apprendre dans les écoles. Et on va aller, mais vous laissez, ah oui, une chose, vous voyez la mémoire ce que c'est. Oh, je reviens au lycée d'Annecy. Oui. Quand on nous a mis par 15 enfants, on nous a donné un nouveau nom. Il fallait l'apprendre par cœur. Il fallait laisser tous les souvenirs. Ça a été dur. Et j'ai caché, moi, un souvenir dans ma chaussette. Et votre nouveau nom? Je ne me rappelle plus. Je me rappelle vraiment plus. Parce que ça n'a pas duré longtemps. Et là, c'était encore les vacances scolaires ou c'était... Oui, c'était les vacances scolaires. Donc on est quoi, en septembre? Oui, parce que je suis passé en Suisse en septembre, début septembre. D'accord. Alors, allez-y, racontez-nous Et là, donc, la préparation, je suis dans la cave, où les jeunes gens nous indiquent que le lendemain matin, on va longer la frontière, il y aura une route, mais que sur cette route, il y aurait 2 rangées de fils de fer barbelés, 2,50 m de hauteur, mais avec un no man's land. Oui. Il y avait une rangée côté français et une rangée du côté suisse. D'accord. Ça, c'est à Verrier, c'est ça? Près de Verrier, en tout cas? Pardon? Près de Verrier? À Verrier même, À Verrier même. les marais de Verrier, exactement. Et il y avait un seul endroit où on pouvait passer, sauter, qu'on avait le temps de sauter, de courir jusqu'à l'autre rangée de fil à fer. Là, il y avait un gros arbre. C'est le seul, on ne pouvait pas se tromper. Effectivement, nous sommes sur la route. Et je me retourne, parce que j'ai vu l'arbre, il était vraiment seul, je me retourne, mais il n'y avait plus personne. Pensez bien que les accompagnateurs, ils ne restaient pas là pour regarder le spectacle. Oui. Donc, j'ai dit à tout le monde, j'avais 13 ans. J'étais un des plus anciens, il y en avait 2 qui avaient 13 ans. J'ai dit, allez vite, on monte. Est-ce que vous avez fait monter déjà nous-mêmes la difficulté des fils de fer barbelés? 2,50 m de hauteur, c'est à peu près la hauteur ici. Oui. Comment s'accrocher, comment faire? Il fallait faire vite, parce qu'il y avait des patrouilles. On a pris les vêtements, des culottes, des trucs qu'on avait comme ça dans le sac à dos, parce qu'on n'avait pas grand-chose, et on les a accrochés. Et on est monté. Mais les petits de 5 ans, ils sont restés accrochés, le fond de culotte, en haut. Et ils avaient peur de descendre. On les a tirés par les jambes. Et le fond de culotte est resté. Et ils sont restés en Suisse avec le fond de culotte déchiré dans les camps suisses pendant 1 mois. Personne n'est venu pour changer les culottes. Pourtant, il y avait la Croix-Rouge, il y avait beaucoup de choses. Non. Et il fallait les encourager, ces gosses. Bon, chose dite, chose faite, on monte le premier truc, on descend, on court vers l'arbre. Qu'est-ce qui arrive? Une sentinelle sort de derrière l'arbre. On est stoppé, mais horrifié. Pourquoi? On n'a jamais dit que les soldats suisses ressemblaient aux soldats allemands. La même couleur, presque le même casque. Et c'est le petit de 5 ans qui crie « Regardez le col, regardez le col !» Effectivement, c'était pas un col allemand. Et on a vite couru. Le Suisse, la sentinelle suisse, c'était un Suisse allemand, il parlait pas un mot de français. Donc on a vite grimpé.
Et moi, j'étais le dernier à descendre, de sauter des fils de fer, et il y avait une motocyclette qui arrivait, avec sur le sidecar une mitrailleuse. C'était des Boches. Ils sont arrêtés, ils nous ont regardés à la jumelle, pourtant on était proches, pour voir des détails probablement. Et puis ils sont partis. 3 minutes après, en vélo, des gendarmes. Des gendarmes français. Ils s'arrêtent, ils mettent pied à terre, ils disent qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous avez traversé la frontière? Qui vous a fait traverser la frontière? Alors j'ai répondu, parce que j'étais le seul à pouvoir répondre, et écoutez, nous sommes juifs, on s'est sauvés. Ah bon, très bien, puis ils sont partis. C'est comme ça qu'on a fait nos premiers pas en Suisse. Et c'est pas fini. Parce que la sentinelle a été relevée. Donc la nouvelle, cette sentinelle qui a été relevée, on l'a accompagnée jusqu'à la territoriale. La territoriale se composait d'une guérite de garde barrière, qui était entreposée là avec radio, etc. Et de l'autre côté des rails, c'était la France. Même garde barrière, enfin la même chose, idem, mais avec des Allemands. Et nous, le chemin qu'on a pris, on allait vers les Allemands. On ne savait pas que la territoriale serait tout de suite devant les rails. D'accord. On avait peur qu'ils nous rendent aux Allemands. Donc, je me rappelle toujours mon entrée dans ce petit bout de terrain suisse, la territoriale. Pourquoi je me rappelle? Parce que les gars écoutaient un match de football. Ça m'a fait un choc. J'ai apprécié un match de football comme jamais. Et là, on nous a conduit, une camionnette est venue nous chercher pour aller donc à la grande territoriale à Genève, qui s'appelle les Cropettes. C'est une ancienne école. D'accord. On m'a fait l'honneur de venir inaugurer une plaque, bien entendu. Bien sûr. Voilà, ça c'est une autre histoire. Tous ces douaniers, ces policiers suisses, ils ont été corrects avec vous? Comment vous J'en ai pas vu beaucoup. J'ai Ouais. vu la sentinelle, Ok. j'en ai pas vu beaucoup. Et je veux dire, avec des enfants, c'était moins percutant que sur les grandes personnes. Ouais. Il y avait un questionnaire. On dormait sur la paille, on nous a déshabillés pour le service sanitaire. Même au service sanitaire, ils n'ont pas vu que les petits n'avaient pas de culotte. C'est incroyable. Bon, Et alors, je vous raconte pas la vie dans le camp et tout, parce qu'il y a une vie aussi. vous allez nous le raconter, mais revenons à Verrier. Vous êtes improvisé de fait le meneur de ce petit groupe, parce que vous êtes le plus vieux. Oui. Vous étiez prêt à ça? Vous étiez débrouillard? Non, pas du ou tout. vous vous êtes Pas du tout. Pas du tout. rébellé C'est un réflexe. Si vous me demandez si j'allais recommencer aujourd'hui, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Okay. C'était un instinct. Comment j'ai fui? Parce que j'ai entendu quelques mots en disant 3 jours. C'est tout. Vous ne demandez pas le reste, je ne sais pas. Un petit retour en C'est arrière. pas une question de bravo, hein. C'est une question que de bon sens. J'ai dit bon, dans 3 jours, je renvoie ma mère. D'accord. Mais c'est faux. La même chose là, en pensant que la Suisse est rêvée. Ben, c'est pas rêvé du tout. Vous allez en parler. Allez. Je vais revenir à la colonie de la rue Amelot. Oui, colonie scolaire. Vous la connaissiez avant? Mon père a travaillé avec. D'accord. Avec. Donc c'est vous qui avez voulu vous y rendre, vous y amener Non, on a suivi, disons, une piste qui était valable. D'accord. Tout simplement. Bon, l'ordre, pas possible. Okay. Donc il restait la colonie scolaire et il restait l'Osé, qui étaient tous en difficulté. Ça, c'est certain. Okay. Et qui cherchaient à se sauver aussi, hein, attention. La jeune fille qui vous a amené à la frontière? À la Annecy. Pas à la frontière, à Annecy. Vous n'avez jamais pu l'identifier? Non. Pas de nom, rien. Et je sais, après la guerre, qui m'a amené, les jeunes gens qui m'ont amené à la frontière. C'était Hemsten et Mila Racine. Voilà. Ça, je me souviens très bien. Mais je l'ai su après. Et heureusement, par exemple, la maison où on a été reçus par le curé, vous croyez que c'était une paroisse quelconque? Non, c'était la maison de repos des cheminots. D'accord. Et on ne savait pas, et heureusement qu'on ne savait pas.
Parce qu'on aurait raconté, on nous aurait demandé à la territoriale où est-ce que vous avez dormi et tout. On a dit chez les curés. Ben, c'est tout. Ils n'ont pas demandé le reste. Et j'ai tourné le film avec mon petit-fils à ces endroits-là. Je suis allé avec les historiens, les responsables de la territoriale pour tourner ce film. Alors justement, vous nous disiez que vous aviez été convoyé de la frontière à Genève. Et là, qu'est-ce que vous devenez? On vous amène où? À Genève, donc on nous explique qu'on allait passer la frontière et que, grâce à Dieu, vous serez pris, vous ne serez pas pris, on verra bien. C'est tout. Et on ne nous a pas expliqué les dangers. Bien sûr. On nous a dit faites vite, mais sans nous dire quoi que ce soit, heureusement. Heureusement, parce que l'enfant, n'importe quel enfant, vous connaissez, analyse très vite les choses. Et si vous avez dit un danger, ça paralyse immédiatement. Donc ils ont bien fait de rien dire, mais rien dire du tout. Et alors où avez-vous été amené ensuite? Alors à Genève, à la territoriale de Genève, où là on a été interrogé, on nous a épluché, on a les services sanitaires, etc., etc. Et après, on est resté, c'était pas un camp, c'était la police. Hein. Donc on est allé dans un camp après. Alors décrivez, qu'est-ce que ça veut dire un camp C'était des camps de transit, ce qu'on appelait des camps de transit, où tout le monde était mélangé. Oui. Mais quelles sont les conditions d'habitation? Il n'y a pas des sous-tentes. D'accord. Sous-tentes, beaucoup sous-tentes, sur des grandes guitounes, où après, quand il y avait les triages, on est resté des enfants entre nous, des jeunes gens, des enfants. Il faut savoir qu'à partir de l'âge de 14 ans, en Suisse, on allait dans des camps de travail, avec les hommes. Ça, c'était quelque chose. Et ça m'est resté, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai dit ça, il faut que j'évite. Comment je peux éviter ça? Je peux vous raconter maintenant. Attendez, on va faire une pause. Oui. Donc revenons à la Suisse. Quels sont vos souvenirs de ce camp? Et qu'est-ce qu'il advient de vous ensuite? Combien de temps vous restez dans ce camp? Alors je vais vous dire quelque chose. Ce camp, c'est 5 camps que j'ai fait en Suisse. Pas 1, pas 2, alors 5. Il faudra nous égrener leurs noms, s'il vous plaît, c'est important. Donc le premier s'appelait comment? Vous vous rappelez? Non, de visu comme ça, je me rappelle pas. Bon, alors... C'est peut-être dans, je ne sais même pas dans le film si c'est alors, le c'est nom pas des grave. camps. Je crois pas. Oui. Je l'ai dit, mais je me rappelle pas. Alors racontez-nous votre quotidien dans ces camps-là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait Alors, tous les jours? tout le monde est mélangé. Les vieux, les enfants, tout le monde. Et on attendait des nouvelles. On est sans nouvelles. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. C'était horrible. Et comment dirais-je, on vivait au gré du vent. C'est-à-dire, on faisait n'importe quoi. Il n'y avait aucune obligation. Aucune. Il faut se laver, il faut manger, il faut dormir. D'accord. Et il faut trouver. Bon, alors, j'ai fait un camp, et à chaque fois, il y avait un triage. Donc, j'allais, de plus en plus, les enfants étaient entre eux. Et j'ai finalement abouti, je ne vais pas vous raconter toute la vie des camps, mais le 5e camp que j'ai fait, c'était à Champéry, ça s'appelait l'hôtel des Dents du Midi. Ils mobilisaient les hôtels, les grands palaces, qu'ils ont transformés en camps. Et dans ce camp, je crois qu'il y avait plus de 200 chambres. Ça remuait beaucoup, parce que ça venait de partout, de la Suisse allemande, de la Suisse italienne et tout, et c'était un triage. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il fallait, les gens rentraient dans les chambres, mais ils dormaient, il fallait préparer les lits. Donc c'était le wagmestre qui commandait à des personnes pour changer. Je me suis présenté au wagmestre, il dit, écoutez, j'ai une brigade, si vous me donnez l'ordre, je peux changer les draps, vous me donnez le numéro des chambres à changer. Et le type, il me dit, mais absolument, magnifique. Il n'en revenait pas. Et avec 2-3 copains, tous les matins, on prenait la liste et on changeait, on enlevait les draps sales pour mettre les draps propres. J'ai fait ça pendant 2-3 jours, le wagmestre m'appelle et il me dit, est-ce que tu veux faire de l'hôtellerie? J'ai dit, je ne sais pas ce que c'est l'hôtellerie. Je ne savais pas.
Et qui était ce Wagmest? Un Suisse, qui faisait son temps militaire et qui était le patron du Golf Hotel à Grande-sur-Sierre. C'est-à-dire, c'est le plus beau palace de la Suisse en montagne. Et il m'a dit, il voulait me prendre chez lui. Mais en temps, pas pour me faire travailler, parce qu'il n'avait pas le droit de me faire travailler, mais de me prendre dans sa famille. D'accord. Ça existait. Mais il fallait faire une demande, il y avait une enquête, etc. D'accord. Mais vu sa position à ce type-là, c'était du tout cuit. Ah, vous pouvez nous dater à peu près oui, précisément c'était, on avait passé à Genève Noël, c'était début janvier. 43. Ok. Et là, j'étais hébergé, c'est le 6e camp, je ne peux pas appeler ça un camp, c'était le centre de la Croix-Rouge internationale. D'accord. Le centre qui est à Genève, qui est le quartier général de la Croix-Rouge. Et là, il y avait des femmes enceintes qui attendaient des enfants, et il y avait des soins spéciaux. Et là aussi, je me suis rendu utile. Vas-y. J'ai dit, mais je vois combien les infirmières sont débordées, qui n'ont pas des fois le matériel nécessaire. S'ils nous donnent un vélo, on file sur Genève, on va à la pharmacie, et on prend, ou on va à des endroits connus par la Croix-Rouge, et on prend le nécessaire et on vient, comme une estafette. Le directeur a ouvert les bras, dit « Mais c'est merveilleux les enfants !» Ils nous ont donné des vélos, et j'ai appris à voyager dans Genève. J'ai connu Genève comme ça, et j'ai encore le permis de la Croix-Rouge internationale, me permettant d'aller à Genève, parce qu'il fallait des papiers. J'étais réfugié. Si j'étais pris, ils me renvoyaient à la frontière. Mais avec ce papier, c'était un Ausweis, tout simplement. Et alors, pendant tout ce temps, qu'est-ce que vous savez de la situation en France? Alors, attendez. Je vais à Caen-sur-Sierre d'abord. Oui. Je finis mes camps, je prends le funiculaire et je monte à Caen-sur-Sierre. Qu'est-ce que je vois à Caen-sur-Sierre? Mais c'est pas la guerre du tout. C'est féerique. Il y a des traîneaux comme à Hollywood, poussés par des chevaux, avec les grelots, plein de lumière, les devantures qui débordent. Et j'apprends à voir l'hôtel où je vais être. Incroyable, un palace. Et il n'y avait que des rois et des princes. Prince de Monaco, le docteur Philips, des lampes Philips, le roi des Belges. Et j'ai appris mon métier parmi ces gens-là. Donc j'ai appris l'hôtellerie de luxe. Ça a été très dur, parce que j'étais pas l'enfant de la famille. J'étais un groom le premier soir. On m'a fichu une livrée. On m'a mis avec le personnel. Et le personnel croyait que j'étais mis là pour cafeter. Ça a été terrible. Et je prenais la place d'un Suisse, par-dessus le marché. Le travail d'un Suisse. Là, on est en Suisse romande ou en Suisse française. Caen-sur-Sierre, c'est dans le Valais. Donc, le premier soir, je suis en groom. Qu'est-ce que c'est un groom pour moi? Rien du tout. Par contre, j'étais fatigué. J'ai vu des bons fauteuils dans le salon, et je me suis affalé dans les fauteuils. Ça n'a pas duré 3 secondes. Le concierge est venu, il m'a tiré par le collet comme ça, et il dit, ta place c'est d'abord où il y a la porte qui tourne, et tu aides les gens. Alors là, j'ai compris qu'il y avait 2 mondes. Alors ça a été très vite. Et j'ai compris qu'il fallait me défendre. Ça m'a fait du bien. C'était dur, mais ça m'a fait du bien, parce que j'ai fait cette différence. Et toute ma vie durant, je l'ai toujours faite. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que tous les coups durs, tous les trucs, il y en a dans une vie courante. Ouais. Je veux pas, ça arrive à tout le monde. Mais au moins, j'ai pu sauter l'obstacle. D'accord. Ça, c'est énorme, énorme. Donc, j'ai appris l'hôtellerie.
Et j'ai fait connaissance. Je savais comment ramasser de l'argent à l'époque. Ce qu'ils ont fait, je peux le faire. Tout le personnel. J'ai vu comment ils faisaient. Je n'étais pas habitué à ça. Je sortais des jupons de ma mère. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Une métamorphose complète. Mais je l'ai fait. À telle enseigne, c'est que j'étais ami du roi Baudouin. J'ai joué au ping-pong avec lui, parce qu'il s'en kikinait à 100 sous de l'heure à l'hôtel, et j'ai pu bavarder avec lui, avec son frère qui est devenu roi, Albert, roi des Belges. J'ai fait comment on appelle ça, le cadi, avec sa mère, qui était la princesse de Réti, la fameuse princesse allemande dont les Belges ont refusé, et qui ont renié le roi à cause de ça. Et d'autres personnes aussi. Et j'ai appris à des enfants, avec la famille Norman. La famille Norman qui a des multitudes de firmes. Et la même chose avec le fils de la maison. J'ai appris des choses. On a bavardé ensemble et il ne savait même pas ce qui se passait en Europe. Mais alors vous-même, du coup, là, vous vivez comme si la guerre était finie, finalement? Ben oui, et je mangeais bien, mais je travaillais dur. Or, je préfère travailler dur et savoir que le lendemain, je pourrais me réveiller sans problème. C'est la différence. Alors, tout à l'heure, vous nous disiez que vous Oui, aviez... alors, je fais connaissance avec des gens. Ouais. Et j'arrive à une chose importante. Il y a 2 filles qui sont là en vacances et qui me disent, est-ce que tu sais faire du ski? Je dis non, j'ai jamais fait du ski. Viens, on va t'apprendre. On a trouvé du ski et elles m'ont appris. Qui sont ces filles? C'est les filles du professeur Burkhardt, président de la Croix-Rouge internationale. Il apprend que ces filles vont avec un garçon. Il m'a fait convoquer dans son appartement. Et il me demande, qui êtes-vous? Quelle famille? J'ai dit, je suis un petit réfugié juif. Ah! Qu'est-ce que je n'ai pas dit là? Alors il dit, mais où sont tes parents? Alors j'ai dit, mais ils sont dans un camp. Je n'ai pas dit quoi, comment. Et après une aventure, je racontais pas ça. Et puis je connaissais pas l'importance, à vrai dire. Quelle est la différence entre Auschwitz et d'autres camps? J'en sais rien. Et lui, il me dit la chose suivante. Il dit, tu as de la chance, demain matin, je vais à Auschwitz. Et il me dit, comment s'appellent tes parents? Je lui dis. Il dit, très bien. Écoute, en revenant chercher mes filles, je te dirai ce qu'il en est. Voilà que, effectivement, 3 jours se passent. Il revient, il me convoque, et il m'a dit, j'étais à Auschwitz. Je n'ai pas demandé les noms de tes parents, parce que ça aurait été terrible, parce qu'on ne sait pas ce qui allait se passer après ma visite. Ouais. Par contre, j'ai vu le registre, il a tourné les pages pour savoir comme ça les noms, exprès, ça a duré un certain temps, il est tombé donc sur la lettre R, et il a vu le nom de mon père et de mon frère. Ils sont en vie. Et il m'a dit, ils sont en vie. Vous vous rendez compte, le président de la Croix-Rouge, c'est incroyable, un petit réfugié, ça venant de la bouche du président de la Croix-Rouge. Plus de 20 ans après, il y a une émission sur Antenne 2 sur lui, président de la Croix-Rouge. Vous savez qui était ce bonhomme? L'ancien gouverneur de Danzig, un nazi notoire. Et moi, je lui ai tout confié. Et je ne savais pas. Mais il pouvait faire attention. Pourquoi? Parce que j'ai fréquenté ces filles. Donc il a fait très attention. Alors, le nom d'Auschwitz, là, j'imagine que vous le découvriez, ou vous connaissiez déjà ce nom? Je connaissais ce nom. Puisque je connaissais ce nom comment? Par le STO qui faisait parvenir les lettres à Mimi Richard, qui
qui, elle, m'envoyait, on était en correspondance avec elle. Entre la Suisse et la Entre France. la Suisse. Et c'était défendu. D'accord. Elle faisait passer ses lettres par quelqu'un d'autre. Ok. Et je recevais toujours ces nouvelles. C'était comme ça qu'on se... C'était incroyable. Oui. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est sûr. Alors, donc là, le chef de la Croix-Rouge vous parle de votre père et de votre frère dont il a une trace à Auschwitz. Votre mère, il ne vous en dit rien, c'est ça? Ma mère, il ne sait pas. Il n'y a pas de nouvelles. Il ne sait pas. Et vous vous dites quoi, Effectivement, il ne pouvait pas savoir, puisqu'elle a tout de suite été gazée à Birkenau, Oui. à son arrivée. Mais ça, à cette époque-là, on ne pouvait pas savoir. Alors pour vous, la vie s'écoule dans cet hôtel jusqu'à la fin de la guerre? Comment ça se Oui, passe? c'est ça. Je reçois le premier télégramme de mon père qui arrive à l'hôtel Lutetia. Oui. Et l'hôtel Lutetia, il sait que je suis en Suisse. Donc il m'envoie, il a l'adresse, sans passer par Mimi. Il m'envoie, voilà, nous sommes à Paris. Et tous les deux ont été rapatriés ensemble? Oui. Mon père a fait des pieds et des mains pour rester ensemble. Et c'est toute une épopée. Auschwitz, c'est toute une épopée. Racontez. C'est quelque chose d'incroyable, ce qui s'est passé. Vous voulez que je vous raconte? Ben, en ce qui concerne votre père et votre frère, oui, racontez-nous. Ça va être long, attention. Vas-y. Auschwitz a été bombardé, les usines ont été bombardées par la Royal Air Force, donc impossible de travailler, les STO ont été envoyés ailleurs, et mon père a été envoyé sur Birkenau, avec mon frère. Ouais. Donc Auschwitz 3. Là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais par contre, il y avait des déportés politiques qui ont été arrêtés en même temps, qui travaillaient pour Moy. Vous savez ce que c'est, Moy? Le Parti communiste. Qui ont volé des armes aux Allemands, qui ont planqué ces revolvers, je ne sais pas où. Ouais. Quand ils ont entendu l'artillerie russe arriver, on les entendait, pas besoin de téléphone, ils ont compris qu'il fallait sortir les armes et bousiller le maximum de Boches. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris les armes, mais ils ne savaient pas combien de Boches il y avait. C'était très difficile à savoir. Sur 20 kilomètres, c'est impossible. Donc ils ont bousillé, puisque la plupart sont partis avec la marche de la mort. Ouais. Et pourquoi il y avait cette marche de la mort? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire sauter le camp d'Auschwitz. C'était miné, pour pas qu'il y ait de preuves. Et vous allez voir comment ça n'a pas été fait. Alors, moi, ce que j'aimerais surtout savoir, Oui. pardon, c'est comment votre frère et votre père Oui. ont réussi à survivre aussi après, Alors, jusqu'à leur retour. je reviens, je m'excuse, mais je Vas-y, reviens vas-y. aux déportés politiques qui ont volé les armes. Ouais. Ces gars-là ont tiré le coup de feu, ont abattu les Boches, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas restés dans le camp. Ils sont partis du camp. Ils sont sortis du camp, qui n'était plus gardé. Ouais. Ils sont partis à 13 km au nord, se cacher dans une forêt. Et là, ils étaient dans la ligne de tir et d'avancement de l'armée rouge. Ouais. Évidemment, ils ont été arrêtés avec d'abord leur pyjama et des pistolets allemands. Immédiatement dans la cave, et ils devaient être fusillés le lendemain matin. Ouais. Si je peux vous raconter ça dans le détail, c'est que vous allez voir la suite et pourquoi j'ai su ça. Vas-y. Le lendemain matin, ils se regroupent, il y avait des pelotons d'exécution, et le capitaine est arrivé. Et il entend parler yiddish. Il se retourne, mais Rot yiddish, qu'est-ce que vous faites là? Alors l'autre, il dit, nous sommes des partisans, et voilà ce qu'on a fait. On est sorti du camp. Quel camp? Où? L'autre lui dit, mais tu as une carte? Oui. Il a sur le capot de la voiture, il met sa carte, il dit, ça c'est Auschwitz. Ah mais je ne connaissais pas Auschwitz, c'était même pas sur son plan. Ils sont passés à 13 km au nord d'Auschwitz pour aller sur Berlin. Il a détourné l'armée rouge pour sauvegarder les 3 ou 4 000 hommes qui restaient dans le camp. Et de la nourriture, des choses.
Et cette armée rouge qui rentrait dans le camp, c'est mon père qui les a accueillis. Vas-y, racontez ce que vous en savez. Et comment j'ai su ça? Mhm. C'est que, après la guerre, j'ai voulu savoir le parcours qu'il a fait, Ouais. et il y avait des prisonniers de guerre français rapatriés qui s'est rappelé de ce personnage. D'accord. Et c'était mon père. Je continue l'histoire. L'armée rouge arrive. Évidemment. Et dans le film, je laisse mon frère décrire l'armée rouge. Là, on pleurait. Il a entendu le russe et il en a pleuré la liberté. Mais c'est incroyable. Donc, ils reçoivent de la nourriture, mais ils sont mecs comme tout. Beaucoup sont morts à cause de ça, par la dysenterie. Ils sont engloutis de la nourriture. Il y avait terrible, c'était terrible. Mais mon père a fait attention, il a dit à mon frère, attention, très doucement, etc. Heureusement que mon père était là, mon frère ne serait jamais revenu, c'est impossible. Et ils ne sont pas sortis du camp tout de suite, parce que où aller? Il y avait la neige, il n'y avait pas de moyen de locomotion. Donc ils ont fait feu de tout bois, en restant dans le baraquement. Ils avaient de la nourriture, et il n'y avait plus d'Allemands. Donc, ils pouvaient aller n'importe où. Et à un moment donné, quand ils avaient des forces, ils ont fabriqué avec un autre gars une luge, ils ont mis des choses sur la luge, et ils sont partis au premier village, donc après Auschwitz. Là, ils ont dormi dans des lits, sous couvert, et tout, chez des Polonais, bien entendu. Et là, ils ont eu aussi des aventures, des choses comme ça. Et ils ont continué leur route jusqu'à Katowice. Ouais. C'est à peu près à une vingtaine de kilomètres au nord d'Auschwitz, un peu plus. Et là, ils ont été à la mairie. La mairie leur donne un endroit où aller, où se coucher. Ouais. Ils reçoivent du vivre, etc. Ils sont restés là-bas, mon père ne pouvait plus, et ils sont restés plus de 3 mois dans cet endroit-là pour se remplumer. Et à un moment donné, le maire leur a dit, écoutez, nous attendons un train de prisonniers de guerre français qui va passer à Kiev. C'est pas trop loin. Si peut-être vous pouvez le prendre. Parce que ce train-là va vers Odessa, la porte de la mer Noire. Ouais. Il y avait 1200 prisonniers français. Et qui sont fait bahuter ils ont mis 7 mois depuis leur stalag jusqu'à Odessa. C'était terrible. Et avec de mauvaise nourriture, avec n'importe quoi. Ça, c'était les Russes. Mauvaise organisation. Ni la Croix-Rouge, ni rien. Bon, bref, ils ont pris le train à Kiev avec les Français. Ils arrivent à Odessa. Et Odessa, ces gars-là occupent un ancien Sana, jusqu'à ce qu'on vienne les chercher. Dans le port d'Odessa, il y avait un bateau anglais, transport de troupes, qui avait ordre de rapatrier ces Français. Et mon père voulait prendre ce bateau avec mon frère pour aller à Marseille. Ce qui était formidable. Mais il n'avait pas le droit d'entrer sur le port. Il n'avait pas de pièce d'identité. Il a beau montrer ses numéros, alors la police de KGB, elle rigole. Elle dit, mais n'importe qui peut faire ça. Et il y avait beaucoup d'Allemands qui l'ont fait pour se sauver. Donc, il tombe une chance. L'officier russe a étudié à Paris. Et elle demande à mon père, expliquez-moi où vous habitiez. Alors il lui dit, place Dominil, voilà. Quelles sont les rues qui aboutissent à la place Dominil? Mon père lui a dit. Il a reçu le tampon, il pouvait aller sur le port. D'accord. Arrive au port, le bateau est gardé par le militaire anglais. Et il demande à voir l'officier de quart.
savez que la marine, on ne se parle pas, on siffle. Donc le militaire, il siffle. Un officier arrive, et mon père parle très bien anglais, et il dit, écoutez, nous sommes Français, est-ce que vous pouvez nous prendre pour un repatriement sur la France? Il dit, mais justement, nous attendons 1200 personnes, prisonniers de guerre, qui doivent venir prendre ce bateau. Ah bon? Est-ce que vous avez un interprète pour eux? Il dit, non. Est-ce que je peux servir d'interprète? Oui. Oui, mais j'ai mon fils qui est là. Mais ça fait rien. Et après, ils parlaient l'anglais aussi. Donc ils ont servi d'interprète 1200 prisonniers qui sont rentrés sur ce bateau par Port Saïd. Ouais. Et ça a duré plus d'1 mois. Le nom du bateau, vous l'avez en tête? Oui, Ascanus. Ma fille a trouvé même la photo. Ouais. Et ils étaient les seuls libérés d'Auschwitz sur ce bateau? Non, c'est pas Auschwitz. Ouais. C'est un stalag qui est près de Mermel. Oui, mais de Memel. Est-ce qu'ils ont été les deux seuls de ce bateau qui, eux, venaient d'Auschwitz par Oui, rapport aux autres? oui. Ok. Oui. Il y avait même parmi les prisonniers le père d'Adisteg. D'accord. Ouais. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, mon père a eu une vie de roi sur ce bateau, à telle enseigne, c'est qu'il a pu télégraphier, envoyer par câble à Port Saïd, à une adresse où il y avait probablement de sa famille qui se rappelait. Et ils étaient là sur le quai quand le bateau est arrivé, avec des vêtements, avec des choses, des valises. Okay. C'était les premiers contacts avec la famille. Alors, si je comprends bien, toutes ces informations, c'est votre frère qui vous les a racontées de vive voix quand vous l'avez enregistré, c'est ça? Oui. Petit à petit, en posant des questions. Ça s'est passé quand, ce recueil de témoignages? Quel âge vous aviez tous les deux? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, une dizaine d'années. Ah, en effet, d'accord. Oui. Comment ça vous a pris, dans le carnet, ça fait longtemps que je lui ai posé des questions. Et j'ai dit, ça s'efface. Après, je ne sais plus quoi. Okay. Alors, il a compris que c'était important. D'accord. Alors, on va peut-être anticiper un peu. Donc, votre frère est rapatrié avec votre père. Ils arrivent à Marseille, finalement. À Marseille, où là, reçu par des ministres, Croix-Rouge, et le train de la Croix-Rouge qui monte sur Paris. D'accord. Et là, ils sont accueillis à l'hôtel Lutetia. Et mon père n'avait plus rien, plus d'appartement, plus rien du tout. Donc, il a voulu recommencer sa vie. Il ne s'est pas abattu pour rien. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est allé à la colonie scolaire. Et vous avez sauvé mon fils. Je veux travailler pour vous. Je ne reprends pas mon travail. Voilà ce qu'il a fait, mon père. Il a travaillé pour eux. Il est allé aux États-Unis faire une campagne pour récolter de l'argent pour les enfants. Parce que comme il y avait beaucoup d'orphelins qui n'avaient plus de parents. À peine 2 ans après le retour de déportation. À peine revenu des camps. Alors, revenons à l'hôtel Lutetia. Vous apprenez tout d'un coup qu'ils sont vivants, c'est ça? Mais oui, par le télégramme reçu de l'hôtel Lutetia. Alors, est-ce que ça a été une surprise parce que le temps avait passé ou vous saviez qu'il rentrerait? Non, c'était une grosse surprise. Attention, j'ai eu des premières nouvelles par un de ces prisonniers qui a écrit à Mimi qu'il a vu le monsieur et le fils, donc mon père et mon frère, à Odessa, et qu'ils allaient bientôt rentrer sur Marseille. À partir de ce moment-là, je savais, mais quand, je ne savais pas. D'accord. Les distances étaient longues, et je bouillonnais. J'ai dit, c'est fini la Suisse. Pas du tout. Il n'y avait plus rien à Paris pour me recevoir. Ouais. Il n'y avait pas de toit, il n'y avait rien. Okay. Et il a trouvé un ancien atelier qu'il a transformé en une chambre à coucher, où il y avait uniquement de l'eau froide sur l'évier, et il a acheté un truc à gaz pour chauffer de la soupe, n'importe quoi, pour que ça soit viable. Oui. Et il a dit, ça y est, nous avons trouvé un appartement. Voilà comment j'ai été reçu après mon hôtel de luxe. Alors,
À quelle date ont lieu les retrouvailles avec votre père et votre frère? C'était Six, c'était en septembre 42, 46, 40, Ça fait septembre attendre longtemps, ça, je me rappelle. Juillet 45, septembre 45, oui, quelque chose comme ça. Oui. Septembre 45? Oui. À quel moment vous avez appris que votre mère, elle, ne reviendrait pas? Par le livre de Klarsfeld. Mais quand votre père, lui, est Il revenu, ne savait pas. Personne ne savait. mais, C'est quand le livre a paru qu'on l'a Ouais. su. mais il vous a quand même dit, c'est pas la peine d'attendre, elle reviendra pas? Ah ou- si, il attendait. Mon père attendait. Il ne savait pas. Il gardait l'espoir que, pas seulement mes grands-parents, les cousins, toute la famille, on ne savait rien. Et vous savez, à l'hôtel Lutetia et dans les ministères, il y avait des affiches, il y avait des listes, Oui. des gens libérés ou dans les hôpitaux, il y avait un listing. Mais qui allait voir ça? Il fallait tenir debout. Les gens ne tenaient pas debout. Et mon père a inauguré des EHPAD, les premiers EHPAD en France, c'est lui qui les a inaugurés, pour les anciens déportés. D'accord. C'est pour ça qu'il est allé Où ça, aux vous avez États-Unis pour chercher de l'argent. Vous avez des noms en tête d'institutions qu'il a inaugurées? Mais je pense bien. Ah, C'est dans les journaux. Où ça? C'était autour de Ah ben, Paris ou non, dans les journaux de la... Boissy de la Bertrand. Comment? Boissy de la Bertrand. Oui, Ok. il a fait beaucoup de choses, mon père, et notamment, tout est inscrit dans l'histoire des institutions juives à Paris, en France. Très bien. Là, on vous le trouvez facilement. D'accord. Ça, c'est très facile. Je vais revenir à vous. Donc, vous avez grandi en croyant que votre mère un jour reviendrait, c'est ça? Oui, Jusqu'à 78, vous y avez cru? j'y ai cru, parce que elle aurait pu partir de l'autre côté et de revenir par, on ne sait pas comment. Le mouvement des peuples, c'était énorme. Ok. Donc, bon, en tout cas, vous nous disiez tout à l'heure que votre père n'a pas trop parlé d'Auschwitz, c'est ça? Non, Avec vous, je veux dire. non. Et votre Mon frère? père n'a jamais rien dit. Et même ce qu'il a fait à Paris, je ne savais même pas. D'accord, ok. Il n'a pas voulu. Pour lui, j'étais encore l'enfant, et il n'avait rien le droit de savoir. Ouais. Mon frère, probablement que si, mais pas moi. Alors, et votre frère, lui, pareil? Ah ben lui, si, parce qu'il a toujours accompagné mon père. Mais il vous a parlé à vous? Non, pas beaucoup. C'est au moment où j'ai posé la question vraiment, après le carnet, sur ce carnet-là. Alors, ce fameux carnet, dites-nous quand vous en avez eu connaissance et quand est-ce que votre frère l'a rédigé, l'a tenu? Il l'a rédigé le 27 janvier, à l'arrivée des soviétiques. Et il raconte ce qu'il a vu. Ben, c'est pas drôle du tout. C'est incroyable. C'est un testament, c'est quelque chose de fantastique. Et il vous l'a fait lire quand la première fois? Oh, je me rappelle plus, mais très tôt. Ah, d'accord. Très tôt. Ça, je l'ai su tout de suite. Donc il n'a pas su parler, mais il vous a au moins montré. Ah, il voulait pas. Il voulait pas. Il n'y avait rien à faire. Même pas questionner, rien. Mais alors, vous étiez encore assez jeune, là? Oui, bien entendu. Quand je suis revenu de Suisse, bien entendu. Mais ça, là, vous apprenez des choses quand même insensées, j'imagine, dans ces écrits. Bien Comment sûr. vous avez Et je voulais en savoir davantage. Ok, ouais. Je voulais en savoir davantage. Et c'est pour ça que notre histoire maintenant de faire le film Bien sûr. est à son importance. Et le faire publier, ça vous... Alors là, je vais vous dire quelque chose. Le premier film que l'on a fait, c'est familial. Oui. Et le deuxième restera familial. Oui, Si les gens, ça les intéresse, oui. eh ben, il y a des historiens pour ça. Mais le carnet de votre frère... Ah, le carnet, je l'ai imprimé. Il est sauvé. Très bien, ok. Il est sauvé. Je fais des duplicata et tout, bien entendu. Mais c'est plus le carnet, parce que le carnet, il est invisible, pour ainsi dire. Oui. Le papier, c'est jauni, il s'est déchiré. Ouais. C'était du crayon, c'était pas de l'encre, bien Ok. entendu. On ne trouvait pas de l'encre comme ça. D'accord. Et puis, c'était un tout petit carnet. D'accord.
Mais le contenu, vous l'avez sauvé, c'est ça? Tout le contenu, j'ai sauvé. Et j'ai travaillé pas sur le carnet, j'ai travaillé sur ce que j'avais pu sauver. C'était beaucoup plus clair, bien entendu. Bien sûr, bien sûr. Voilà, à peu près, à peu près. Alors vous êtes allé à l'école jusqu'à quand? J'ai plus été à l'école du tout. Alors racontez Jusqu'à le certificat d'études, juste à 13 ans, c'est tout. Qu'est-ce que vous êtes devenu à votre adolescence Eh bien, j'ai appris le métier donc d'hôtelier. Ouais. Et j'avais des papiers de référence pour aller travailler au Ritz, place Vendôme. Oui. Et ensuite à Londres également, pour me parfaire en anglais. Et mon père n'a jamais voulu que je prenne ce métier. Non, tu ne feras pas ce métier-là. Et il m'a amené chez des maroquiniers, il m'a amené chez des fourreurs, il m'a amené... mais ça ne me plaisait pas. J'avais un métier en or en main. Il n'a pas compris. Il pensait que j'étais le garçon de café sur une terrasse. Pour lui, c'était ça. Et je le comprends très bien. On ne peut pas comprendre que c'est une industrie. Tant qu'on n'a pas vécu cette vie, on ne peut pas comprendre. C'est énorme, énorme. Okay. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, j'ai fait mon service militaire. Oui. J'étais dans l'infanterie de marine. Eh bien, l'état-major a vu que j'ai fait l'école d'hôtelier en Suisse. Ils sont venus me récupérer, l'intendance, et je suis devenu maintenant diriger la messe des officiers. J'avais pas de galon, ni rien du tout. J'ai fait les premières manœuvres internationales en France. Avec les Américains, les Anglais, les Belges, les Hollandais, et c'était près de la Forêt Noire. Et il y avait le général Delatte de Tassigny qui commandait tout ça. Et j'étais sous le commandement spécial du général Delatte de Tassigny. D'accord. Et je dirigeais son messe. Je dirigeais des officiers, l'intendant, c'est tout. Parce que j'étais un des seuls à savoir comment faire. À telle enseigne, c'est que j'ai compris dans ce métier qu'il ne fallait pas s'endormir, qu'il fallait faire telle et telle chose. Et Delatte de Tassigny croyait faire, comment dirais-je, avoir comme des bleus les soldats qui étaient là. Mais non, il a vu que tout était prêt. Et il m'a fait... au champ de Saint-Germain-en-Laye, on a réuni après toutes les manœuvres, on a réuni toutes les armées, et il m'a cité à l'ordre du jour. Oui. C'est ça m'a servi l'hôtellerie. Si je comprends bien, Et attendez, c'est pas fini. J'ai fait connaissance de la maréchale de Haute-Cloque, la femme du général Leclerc. Qu'est-ce que je faisais pour organiser les fameux déjeuners de la 2e DB à l'école militaire. D'accord. Donc vous êtes rentré dans la vie active très tôt? Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et après, donc, j'ai voulu me marier, bien entendu, ça m'arrive aussi, j'en viens, et j'ai changé de métier. J'ai dit, je suis pas assez autonome, ça me plaît pas, tous ces métiers ne me plaisent pas, et j'ai appris à être styliste. Okay. J'étais chez, comment il s'appelait, Pigier. J'ai fait l'école chez Pigier, j'ai appris le métier et je suis devenu styliste. Et alors là, c'est formidable parce que vous êtes votre propre maître, vous faites ce que vous voulez et on vous paye pour ça. Voilà. Et votre femme, vous l'avez connue à quel âge? Vous aviez quel âge tous les deux? Ma femme, je l'ai connue. En quelle année? On s'est mariés en 1950. D'accord. Elle aussi est d'une famille de déportés ou pas? Non, pas du tout. Non. Son père a eu l'intelligence unique de fiche le camp de France pour aller aux États-Unis. Quand il a entendu le discours d'Hitler, il a compris. Ok. Vous avez eu des enfants? Oui. Combien? 4 enfants. Alors, quand vos enfants ont grandi... Ils ont eu des enfants. Alors, avant cela, est-ce que vous leur parliez de la guerre, de votre expérience à vous, de celle de leur grand-père? Très difficilement. Pas plus que ça. Parce que c'était dur pour vous? Non, ils ne voulaient pas savoir. Ok. Ils ne voulaient pas savoir. La vie était une chose qui était spécialement
une certaine liberté, une certaine... Donc il n'y avait pas besoin de retourner la plaie. Ok. C'est une plaie. Donc c'est eux maintenant qui demandent. D'accord. Et vous savez ce que je fais au mémorial? Témoignage. Très bien. J'ai un grand témoignage le 9 mars avec plus de 400 enfants. Super, très bien. Et on vient d'Alvernorte aussi. Ah ben, Alors, j'ai été dans le campus en Suisse, j'étais partout. j'ai une question qui sera peut-être embarrassante, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Vous avez changé de nom, si j'ai bien compris. Ah ben, sans le vouloir, oui. Racontez comment ça s'est fait. Mon père avait 3 noms, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en début. Pourquoi? Parce qu'il avait le nom de son diplôme, Richemont. Ça tombe sous le sens. Et j'ai pris ce nom-là pour moi également. Mais notre vrai nom, et en tant que français, carte d'identité française, c'est Rachman. Ouais. Et le vrai nom, c'est pas Rachman. C'est une faute d'orthographe depuis la police territoriale entre la Pologne et la France, où il y a une faute d'orthographe. D'accord. Son nom, c'est Reichmann. Mais alors aujourd'hui, à l'état civil, vous êtes qui? J'ai Richemont. D'accord. Nous sommes la famille Richemont. Ok. Légalement, hein. Est-ce que c'est indiscret de vous demander pourquoi vous préférez Richemont à Reichmann ou au nom de la famille Parce que Reichmann me laisse des souffrances. Tout simplement. Ok. Sous ce nom-là, il y a eu tellement d'atrocités D'accord. que c'est une délivrance pour moi que ce nom m'apporte Richemont. Ok. Et vous savez, quand on subit, on connaît l'importance de la chose. Là, j'ai travaillé énormément après, maintenant, au mémorial, parce que j'ai dénoncé également la fameuse neutralité suisse. Ok. Vous savez que la Suisse a fait paraître un seul livre en 1945. Ça s'appelle le camp du bout du monde. C'était un camp. Je l'ai fait ce camp-là aussi, écrit par un Suisse, Ouais. et qui a été très peu vendu, enfin retiré de la vente par les Suisses. Et jamais plus, il y a eu une histoire qui est apparue comme ça. Et c'est à Genève, quand on m'a demandé d'inaugurer cette plaque, c'était pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on inaugure une plaque où il y a marqué « Les Suisses ont refoulé les gens ». J'ai demandé à la personne avec qui j'ai travaillé, la députée de Genève, est-ce que les autres cantons, il y a 22 cantons en Suisse, est-ce que les autres ont suivi l'exemple? Aucun n'a suivi l'exemple. Le seul canton, c'est Genève. Et encore pourquoi ils l'ont fait? Parce que j'étais présent. Témoin vivant. Ouais. Ils n'ont pas pu me contredire. Voilà pourquoi. Depuis quand vous témoignez pour des scolaires? Eh bien, depuis que les enfants font la demande. Ouais. C'est-à-dire combien d'années aujourd'hui? Il n'y a pas si longtemps, une douzaine d'années. D'accord. Pas plus. Et les premiers qui ont demandé, à savoir et à connaître le destin de leur famille et tout, vous savez qui est de quel pays? Les Allemands. Et ils n'ont jamais voulu recommencer avec l'histoire, Pourquoi je dis ça? Parce que dernièrement, sous le cas de la chancelière, le côté de la Pologne est devenu très antisémite et d'extrême droite. Et ils ont fait le parti nazi. Ils ont voulu défiler dans la rue. Et c'est les jeunes qui les ont empêchés. Ouais. Et tout s'est dissous. Ils ont empêché. Ça recommencera, ça peut recommencer, et c'est ce que j'ai dénoncé dans mon colloque. Voilà. Est-ce que c'est la première fois que vous témoignez dans ces conditions, avec une caméra, Non. de la lumière, Non. du matériel professionnel? Non. Vas-y. Non.
C'est pas la première fois, puisque je vous ai raconté que j'étais en Suisse avec des historiens et historiennes. Ok. C'est en m'inscrivant avec mon petit-fils pour apprendre ce sujet-là comment ça s'appelle ça, au centre communautaire de Paris avec Elie Wiesel, Oui. que j'ai voulu savoir quand même toute l'histoire à fond. Et l'historienne a été tellement surprise de voir un grand-père et un petit-fils s'inscrire pour ce genre de choses qu'elle nous a pris d'amitié. Et elle était tellement, elle voulait savoir tellement mon histoire qu'elle a monté tout un voyage en Suisse. Et c'est comme ça qu'on a fait le premier film. Qui c'est cette historienne? Vous vous rappelez son nom? Oui, Fabienne Regard. Très bien. Voilà, avec Ruth Vivaz. Voilà, et la députée de Genève, Claire... Luqueta. Ok. Donc aujourd'hui, quand on vous le propose, vous témoignez de bon cœur, c'est ça? Tant que je peux le faire, oui. Tant que j'ai la mémoire, tant que je peux... J'ai pas trop de mémoire, je marche. Voilà. Alors, quand on vous l'a proposé, nous, le mémorial de la Shoah, oui. Pourquoi vous avez accepté? Parce que vous venez du mémorial. Et vous avez un lien particulier avec le mémorial? Ah ben oui, je connais tout le monde. Et je vais vous dire mieux, son président, Fredj, était un scout des EI. J'ai même sa photo ici, si vous voulez voir. Il va pas être content, mais... Vous allez voir. Je lui ai montré. Ben, mettez-la devant vous, s'il vous plaît. Voilà, et bougez pas. Et parce que vous avez eu un poste aux EI? J'étais président de tous les parents. D'accord. Des EI. Et j'ai organisé pour les jamborees, et tout, beaucoup de choses. D'accord, ok. On a presque terminé. Tout à l'heure, vous nous parlez du mémorial de Serge Klarsfeld, 1978. Le mémorial, non, le livre de Klarsfeld. Le livre mémorial, c'est pas mémorial, hein. Alors, attention. Il s'appelle comme ça. Mais bon. Oui. En quoi cet événement était important pour vous? Parce qu'il a fait un travail colossal de réunir des noms, les convois, le numéro des convois, ouais. Qui était dans ces convois, et maintenant il a fait maintenant quelque chose incroyable ce qu'il a fait. Le nom de tous les enfants déportés. Chaque image, chaque photo qu'il a trouvée, il y a un nom. Oui. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, il y a des choses comme ça. Il a travaillé avec Simon Wiesenthal et tout. Mais c'était pas mon travail. Ouais. Moi, je voulais témoigner. À telle enseigne, je raconte une petite anecdote qui vaut son jus d'or. Pourquoi? Parce que quand j'ai inauguré la plaque pour la famille Richard, oui. rue du Braille, le lendemain matin, je reçois 2 coups de fil. Des historiens qui ont téléphoné au mémorial pour savoir qu'est-ce que c'est cette histoire avec Dannecker. Ils ne sont pas au courant. Et que les dates que j'ai données ne correspondent pas aux dates de la présence de Dannecker à Paris. Oui. Ils m'ont téléphoné. J'ai dit, messieurs, qui a parlé de date? C'est vous, pas moi. Moi, je me rappelle quand ils sont venus à la maison, c'était les vacances scolaires. C'est tout ce que je peux vous dire. Et que les Allemands sont entrés dans Paris à ce moment-là, mais j'ai jamais parlé de date. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Et ça va faire un boom, ce film, comme jamais. J'ai pas besoin de publicité, croyez-moi. Rien à voir. À quelle date sont morts votre père et votre frère? Mon père est mort en 1973 et mon frère, il est mort en 2003, je crois. Récemment? Attendez, c'est récemment. Je crois avoir marqué ça. Je crois avoir marqué. Okay. Et est-ce qu'eux-mêmes avaient témoigné devant une caméra dans les années 2000 avec Spielberg? Enfin, votre frère en tout cas? Non, mon frère a été interviewé par Paris Match. D'accord. Qui est venu à domicile. Okay.
Mais j'ai dit à mon frère, j'ai dit surtout tu regardes avant de publier. S'il n'y a pas d'oubli, s'il n'y a pas, on peut toujours chercher, et qu'il amène des épreuves avant de publier. Oui, oui. Le journaliste a amené les épreuves, il a pris les épreuves, il les a déchirées. Il dit, mais madame, c'est pas comme ça que je raconte l'histoire. Vous transformez ça comme vous voulez, mais c'est pas mon histoire. Et heureusement qu'il l'a fait. D'accord. Alors voyons voir la date. Vous avez connu le film Amar, la famille Paul Amar, de la télévision? Oui, comme ça. Bon. J'ai eu son frère, qui est écrivain. D'accord. Je l'ai aidé pour faire l'histoire parce qu'il ne savait pas sa mère était réfugiée en Suisse. Ok. Et il voulait connaître, il était sur la trace de sa mère. Bon, où est-ce que c'est ça? Voilà. Mon père est décédé le 4 décembre 1973, je ne me suis pas trompé. Mon frère, le 21 avril 2007. D'accord. Voilà. Et ma mère, décédée, d'après Klarsfeld, 2 jours avant Kippour, le 21 septembre 1942. Voilà. Est-ce que vous avez visité Auschwitz? Ah non. C'est vraiment pas une partie de plaisir pour moi de mettre les pieds là-bas. Hein. D'accord. Sûrement pas. Même en tant que cimetière, ça ne m'intéresse absolument pas. Et la Pologne sur les traces de vos grands-parents? Non, non. J'ai un petit-fils qui est cinéaste, publicitaire, qui est allé, lui, pour les traces de son grand-père. C'était le même grand-père, bien entendu. Mais bon, il n'a pas trouvé grand-chose. Et c'était difficile pour lui, il ne connaissait pas la langue. Et donc, ça a vite bâclé. Bon, pour lui, c'était un souvenir d'aller, de voir mais c'est tout. Il n'y a pas géographiquement, il a pu faire des choses, mais historiquement, zéro. Mais vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de Anne Sinclair. Elle est allée au mémorial, elle n'a rien trouvé non plus. Il y avait simplement un dessin qu'elle a trouvé parce qu'il y avait un déporté qui était caricaturiste et qui a fait des dessins de tout le monde. Et là, elle a retrouvé son grand-père. C'est tout. Mais le reste, c'est rien du tout. C'est très difficile. Quand Lanzmann fait son film Shoah, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, à ce moment-là, il y avait beaucoup de témoins. Ouais. Et un peu comme, comment il s'appelle, le cinéaste américain qui a fait des films sur la Shoah. Spielberg. C'est la même chose. Oui. Donc, il a honoré ces gens-là, mais ils étaient là présents. Mais qu'est-ce qu'ils racontaient? La même chose. De A jusqu'à Z, ça ne différenciait pas parce que tout le monde était parqué de la même façon. Bien sûr. Il n'y avait pas tellement de choses, de nouveautés, à part les chambres à gaz, je veux dire, les destructions industrielles. Et moi, je raconte des choses qui vont servir dans l'histoire. Et pourquoi? Parce qu'on s'est intéressé. Et on a vu que chaque pièce valait de l'or. Chaque pièce du puzzle valait de l'or. Parce que ça nous amenait à autre chose. On avançait comme ça. C'est incroyable. Jusqu'à la semaine dernière, j'ai eu l'archiviste de la place de Paris. D'accord. Donc vous continuez à chercher aujourd'hui? Ben oui. Très bien. Ben oui. Et attendez, je vais vous dire quelque chose que l'archiviste m'a dit, que je peux consulter les dossiers de la préfecture de Paris sans rendez-vous à tel endroit. C'est merveilleux. C'est un trésor. J'ai écrit, il voulait que je vienne. Ouais. J'ai dit non, préparez-moi les dossiers, voici les faits, avec les dates, des numéros. Quand vous aurez tout réuni, vous m'appelez. Et là, on se déplacera. D'accord. Voilà.
Alors, je n'ai plus de questions, du coup, je vais vous laisser le mot de la fin. Dites-nous ce que vous voulez en guise de conclusion, très librement. Finir mon film sur mon père. C'est très important. C'est très important. Et je voudrais que ça soit fini. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je peux raconter. Mais je ne sais pas demain si je serai capable de le faire. On n'est pas tout le temps alerte comme ça. Hein. C'est très difficile. Tant que je peux le faire, je le fais. C'est pour ça qu'en le finissant, on va me poser plein de questions. Je peux y répondre. Je sais d'où ça vient. C'est pas au hasard. Parce que mon petit-fils m'a expliqué et m'a appris que chaque réponse devait être soulignée par où ça vient, par qui ça a été écrit, parce que c'est infernal de ne pas savoir. Et combien je suis tombé sur des historiens qui racontent des tas d'histoires. Par exemple, j'ai fait renaître la synagogue de Fontainebleau. Ouais. J'ai un historien qui se paye le luxe de raconter cette histoire. Et quand moi, je raconte l'histoire, lui ne sait pas que j'étais un auteur de leur construction. D'accord. Une chose, j'ai fait faire un mémorial. Vous avez vu le film Au revoir les enfants? Le père Jacques, qui a sauvé, qui a été déporté, il n'a pas de mémorial, il avait une plaque simplement sur le cimetière. J'ai dit au frère Gollet, il faut le faire revivre cette plaque. Il me regarde et il dit, comment? On fait un mémorial. Oh, quelle merveilleuse idée! Et le mémorial a été inauguré. Voilà ce que je fais. Oui. Ben, merci, cher monsieur. À moins que vous vouliez rajouter une dernière chose. Oui, je vais rajouter simplement, si vous pouvez donner un coup de main à mon petit-fils, c'est avec le plus grand plaisir. Okay, sincèrement. Même l'aider par une autre personne. Vous savez, il y a des tas de connaissances et il n'a pas le temps de le faire. Alors si on peut le repêcher et le mettre là-dessus, lui, ça lui donnera, il va tout expliquer, il va tout faire, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Et en parlant techniquement, lui, il pourra dire des choses que moi, je ne peux. Oui. Je suis incapable de dire. Bon, ben essayez. Voilà. Merci, monsieur.